Bonjour et bienvenue sur JurassicPark.fr, vous écoutez le podcast numéro 2, et aujourd'hui on va dire du mal de Jurassic Park 3. Comme d'habitude, je suis avec Fabien et Thomas. Bonjour à tous. Bonjour. Et aujourd'hui, notre invité c'est Kevin, alias Kiv pour ceux qui fréquentent le forum. Bonjour. Donc aujourd'hui on va vous faire le podcast sur Jurassic Park 3 comme il avait été prévu il y a plusieurs mois. Bon, comme vous le savez, à cause de petits problèmes techniques et puis d'organisation, ça avait foiré. Du coup on avait abandonné l'idée, on avait fait un podcast à la va-vite entre guillemets sur Jurassic World qui était donc la suite directe du 1. Donc vous étonnez pas, par exemple, que vous écoutiez sur YouTube ou sur iTunes. Sur YouTube, moi le deuxième, je l'ai appelé Podcast 2, donc la suite sur Jurassic World. Mais en fait, on peut dire que le vrai Podcast 2 va dire que c'est celui-là, parce que là, on change de sujet, c'est vraiment sur Jurassic Park 3 et pas un podcast fait à la va-vite, on l'a un peu plus construit, on va dire. Donc on va commencer, avant d'aborder le sujet de Jurassic Park 3, on va commencer par les news. Et donc on va changer un peu la formule de d'habitude. Plutôt que faire des news exhaustives, chacun va choisir un sujet dont il a envie de parler. Commencer, on va dire que depuis la dernière fois qu'en fait on s'est vu, les news ça a été relativement calme, hein. Il n'y a pas eu d'annonce par exemple de l'histoire, on n'en sait pas plus, il y a juste une confirmation, donc c'est Chris Pratt, cette fois-ci c'est officiel, il sera bien donc dans Jurassic World au casting. D'ailleurs il y a eu une interview récemment, je sais plus, c'était par NBC je crois, où il a un peu parlé de son rôle. Donc il a aussi montré son enthousiasme par rapport au scénario qu'il trouve assez intelligent et bien écrit. Et il a aussi souligné que pour lui, donc Jurassic Park, c'était une franchise donc qui lui tenait à cœur. Donc c'est déjà, je sais pas si c'est un gage de qualité, mais c'est toujours bien de voir qu'un acteur il a un certain intérêt pour la franchise dans laquelle il joue, qui pourra mettre du bon cœur pour bien jouer son rôle. Et il a aussi donc ajouté qu'apparemment son personnage serait une sorte de mélange donc entre le personnage d'Alan Grant et de Ian Malcolm. Donc plus Malcolm en fait pour le cynisme un peu comique je pense. Et pour Alan Grant, il parlait de son intérêt pour la biologie. Donc ça sera apparemment un mix des deux, là, l'enthousiasme scientifique et puis un peu la dérision un peu cynique du personnage de Malcolm. Donc. Ouais, ce qui était intéressant surtout, moi j'ai trouvé, c'était quand il a dit que au niveau du scénario, ils avaient trouvé une raison intelligente et maligne de faire revenir les gens sur une île avec des dinosaures. C'est là que moi j'ai certaines inquiétudes quand même, parce que ça peut être la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Parce que justement, il explique que la question principale de cette histoire de quatrième film, et c'est vrai, c'est comment arriver à raconter pour une quatrième fois quelque chose qui est plus ou moins la même histoire tout le temps, c'est-à-dire soit on va sur une île et on essaie de s'échapper parce qu'il y a des dinosaures qui essaient de nous bouffer, soit comme dans le 1, créer un parc avec des dinosaures. Mais dans tous les cas, ce sera de la redite de toute façon. Et là, ce qu'il dit, il dit que la chose qui est particulière avec celui-là, c'est que le scénario est amené d'une manière intelligente et bien ficelée pour faire accepter et gober au public justement ce retour qui semble un peu incongru et tiré par les cheveux, quoi. Je veux dire, au bout de 4 fois, qu'est-ce qui peut motiver les gens à venir là encore une quatrième fois ? Et c'est ça qui m'inquiète, parce que je me dis, si c'est trop original, ça peut être aussi du n'importe quoi, ça peut être la négation complète même carrément du premier film aussi, tant qu'on y est, par exemple. On pourrait aller dans des gros délires à dire en fait c'est un film dans le film, ça m'a inquiété, j'y ai pensé. Ouais, un truc un peu méta, ouais, c'est ce que je me disais aussi. À dire par exemple commencer le film sur une scène de Jurassic Park, faire un zoom arrière et montrer que c'est un écran de ciné et que dans ce monde-là, Jurassic Park est un film qu'ils ont voulu appliquer en vrai. Par exemple, c'est le genre de choses, c'est farfelu mais on sait pas quoi. Bon, en tout cas lui il avait l'air de trouver que c'était une bonne idée, donc oui mais bon c'est un acteur, confiance. Il a été engagé, il a signé, il va recevoir son chèque, il va pas dire c'est de la grosse merde, là je m'engage. Bon. C'est dur à dire. Mais bon, connaissant Trevorrow, avec quand même son film Safety Not Guaranteed, qui a un peu, il y a des audaces quand même dans le scénario du film. Ouais, notamment la fin. C'était intelligent et malin, ouais, on retrouve bien un peu l'idée que disait Chris Pratt. Donc si c'est sur le même ton, pourquoi pas. Voilà, mais qui joue pas trop les malins non plus à nous sortir un truc méta sorti de je sais pas où quoi, parce que ça risquerait de pas passer. Moi je veux pas qu'il y ait la négation de la saga initiale quand même, ça m'embêterait vraiment. Moi je pense que t'es un peu trop pessimiste, il faut être plutôt optimiste et avoir confiance à ce qu'ils vont nous faire. Oui. Faut pas toujours voir le négatif, si ils vont faire ça, ils vont faire ça. Soyons positifs, le film va être bon. Ouais, faut être positif, mais pas trop naïf non plus. On sait ce qu'ils nous ont sorti pour Jurassic Park 3 dont on va parler aujourd'hui quand même. Donc il y a quand même un antécédent négatif aussi. Je suis quand même assez vieux et j'ai pas le souvenir qu'il dit pour Jurassic Park 3 que c'était le meilleur de la série non plus. Johnston, si, hein. Au départ, quand on l'a interrogé... Le réalisateur, c'est pas pareil. Oui. Le gars dit, non, c'est sûr, c'est bon, c'est intelligent, c'est... Parce que moi, j'ai pas le souvenir, ça fait combien de temps? Quelques années, j'avais début vingtaine, non pas encore. Puis j'ai suivi de A à Z
j'avais Internet. Ça arrivait tout sur Internet, quasiment une nouvelle par jour depuis l'annonce de Jurassic Park 3. Et il y avait des images, il y avait des idées, mais j'ai pas le souvenir qu'il y a un acteur qui dit « Ah oui, c'est le meilleur et c'est intelligent et quoi que ce soit. » Je me souviens même d'avoir vu que Johnston, on le voit un peu dans le making-of, il semble un peu gêné quand même quand on lui demande, quand il conclut, il dit « Bon, bah c'est un film, il est ce qu'il est, il vendra beaucoup de popcorn, mais voilà quoi. » il peut pas dire grand-chose d'autre, je suis un peu conscient que j'ai fait quelque chose de pas génial, enfin on le sent quand même qu'il est un peu conscient. Mais la grande différence majeure, je pense, par rapport à Jurassic World, c'est que pour Jurassic World, le scénario est définitif avant le début du tournage. Oui, voilà, il y a eu du temps d'écriture, c'est vrai. Là, on dérive déjà sur la suite du podcast. Bon, c'est pas grave, c'est une intro. On y reviendra. Donc du coup, Thomas, toi, la news dont tu voulais parler, c'était quoi ? Alors, il y a donc plusieurs semaines, Colin Trevorrow a confirmé les dates du début du tournage. Donc, ce tournage commence en avril à Hawaï. 4 semaines d'abord sur l'île d'Oahu, connue pour la scène des Gallimimus, notamment dans le premier film. Puis 2 semaines sur l'île de Kauai, donc la scène où il y a la grande cascade, notamment dans le premier film, l'arrivée en hélico. Ensuite, les équipes du film iront en Louisiane pour tourner 11 semaines dans les studios de la Nouvelle-Orléans. Et voilà, le parc d'attractions, c'est ça? Voilà, c'est ce que j'allais dire, le parc d'attractions aussi, Six Flags là. Effectivement, donc dans le secteur, effectivement. Donc, soit, à mon avis, on va visiter un parc d'attractions désaffecté, faisant référence un peu à JP The Game, ou alors, avec des effets spéciaux, ils vont remettre en image un parc d'attractions qui marche. Donc ça, c'est l'une ou l'autre. Pour compléter, en fait, apparemment, il y a un parc d'attractions en Nouvelle-Orléans, qui s'appelle Six Flags, il me semble, qui a été abandonné suite à, c'était quoi, l'ouragan Katrina. Ouais, Katrina, je sais plus en quelle année. Et donc du coup, ils ont réquisitionné les locaux pour tourner une partie de Jurassic World, et ça a été confirmé là, il y a un jour ou deux là, avec il y a des photos qui montrent, il y a un chantier de construction dans le parc d'attractions, donc apparemment c'est quand même assez solide, et il y a de grandes chances à 99% que effectivement le film, une partie du film en tout cas, se tourne dans ce parc d'attractions abandonné. Alors pourquoi tourner dans un parc d'attractions abandonné, si ce n'est pour nous montrer, je pense quand même, soit un parc opérationnel, soit des ruines d'un parc, mais dans tous les cas, voilà quoi. Donc je pense que quand même, encore une fois, comme on le dit depuis le début des premiers podcasts, la théorie d'un parc, qu'il soit ouvert ou fermé, à mon avis, on sortira pas beaucoup de ce champ de vision là quoi. Peut-être que JP The Game a donné des idées. C'est possible. Ouais. Et pour avoir une idée de ce à quoi ressemble ce parc, il a déjà été utilisé dans le 2e film Percy Jackson, que je n'ai pas vu, et on le verra aussi dans le prochain film de la planète des singes, voilà. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport, mais Six Flags a un parc d'attractions qui est à Montréal. D'accord, oui, donc c'est une chaîne de parcs alors. Ah d'accord. Ouais. C'est comme Walibi pour nous quoi. Walibi. Il y en a combien en Amérique du Nord? Je ne sais pas. J'ai pas fait de recherche dessus. Je savais pas que ça appartenait à Six Flags, qu'est-ce qui est à la Nouvelle-Orléans. Mais sinon, c'est assez populaire. On a des parcs d'attractions dans nos centres commerciaux. Ok. Et information importante que je voulais mentionner aussi, c'est que le film sera tourné sur pellicule, donc ce qui induit certainement l'IMAX. Ça, c'est pas mal. C'est la taille de la pellicule surtout qui a été donnée. C'est 35 mm, donc c'est taille normale, et 65 mm, c'est de l'IMAX. J'ai rien contre ça, c'est parfait. Ouais. Il y a eu quelques controverses à cette annonce. Il y a beaucoup de gens qui ont été un peu déçus parce qu'ils se sont dit, forcément, si c'est pellicule, ça veut dire que ça va pas être en 3D native, enfin directement filmé en 3D, ça va être converti, c'est quasiment obligé. Enfin, j'ai pas des connaissances énormes en 3D, mais je pense que c'est pas possible de filmer en 3D ah non, c'est sûr. Avec la pellicule. Ça veut peut-être aussi dire qu'ils ont laissé tomber la 3D. On sait pas. Non, je pense que ça va être post-converti. Hein. Le premier Jurassic Park a donné un bon résultat quand même en 3D. Spielberg avait confirmé la promo, quand il y a eu la promo en Chine, il a dit qu'il serait en 3D. Il a pas dit s'il serait filmé en 3D, mais il dit que le résultat au cinéma, ça serait de la 3D pour Jurassic Park 4. Bon, on verra bien. Du coup, moi la news que je voulais revenir, ça concerne pas Jurassic World, c'est sur les enchères qui ont eu lieu sur eBay. Des props, enfin des éléments du premier film et du deuxième film, donc qui ont été mis aux enchères. Donc la cage à Raptor. Ouais. Et le véhicule, la caravane en gros du monde perdu. Donc ça avait fait un gros buzz sur le moment, je voyais que ça passer partout sur Twitter, même les sites généralistes parlaient que de ça. Au final, la cage à Raptor, a priori, il y a eu un souci, elle a été retirée de la vente, elle était montée jusqu'à $100 000,
Par contre, le véhicule Challenger, donc lui, il est parti à 15 000 $ et il a été acheté a priori par un Français qui fait partie d'un groupe de fans des véhicules de Jurassic Park et donc qui s'amuse à retaper des Jeeps et des machins comme ça. Et donc là, c'est eux qui ont acheté la caravane. Alors même si le propriétaire est français, la caravane restera en Californie et il prévoit de lancer un Kickstarter pour avoir les fonds pour le rénover. D'accord. Donc pour bien resituer, donc la caravane, c'est donc le véhicule scientifique caravane dans le monde perdu, donc dans le deuxième Jurassic Park, qui sert à l'équipe scientifique. Et la cage à Raptor, donc c'est dans la scène mythique, en gros, de la scène d'introduction du premier Jurassic Park, qui suit en fait le chargement d'un dinosaure dans son enclos, donc d'un vélociraptor dans son enclos. Il y a une petite cage transportée qui est la cause de l'incident avec l'ouvrier qui se fait manger, et donc qui fait que les investisseurs sont inquiets et qu'il faut envoyer une équipe d'inspection. Donc toute la base de l'intrigue de Jurassic Park, premier du nom. Et du coup, je trouve ça assez fou que 20 ans après, un élément de décor aussi important refasse surface, alors qu'il était complètement passé sous le radar depuis. Oui. Je me demande où ils l'ont stocké, ce truc, en fait, parce que pendant carrément. 20 ans... T'as vu son état dehors? Ouais. Puis j'ai regardé l'architecture du truc, apparemment il y a quand même beaucoup d'éléments en bois, c'est bizarre que c'est pas plus pourri, quoi, parce que il y a plein de latrines et tout sur les côtés, c'est du bois, donc c'est bizarre. Dans le film on dirait que c'est du métal, mais en fait il y a une grosse partie c'est du bois, quoi. Et par contre pour le véhicule, ceux qui ont gagné, du coup ils entreprennent un travail de recherche pour essayer justement de découvrir où était passé le truc, et ils retrouvent des vieilles photos. Alors je sais pas où ils les trouvent, mais ils ont posté sur la page Facebook une photo tu vois la caravane qui est en train d'être chargée sur un cargo. Donc je sais pas où elle partait ni quel était le contexte, mais ils sont en train de faire un peu d'archéologie, savoir pendant 20 ans où était passé le véhicule, et je trouve ça assez sympa. Peut-être au niveau du transfert entre Hawaï et la Californie, non? Ouais, c'est possible, mais... Truc intéressant, je sais pas si on l'a souligné, il y a le Raptor dans la cage aussi, qui était en vente. Il y avait le dinosaure était dedans, il y avait un animatronique, le Vélociraptor. Alors je suis pas sûr que ce soit un animatronique, à mon avis c'était une statue figée. Je suis pas sûr qu'il y avait plein d'électronique. Je crois que c'est une statue figée, ouais. Mais il y a quand même un espèce de trou dedans, là, on dirait pour mettre un levier ou quelque chose. Comme je disais en préparation, je pense vraiment que c'était un truc pour faire genre qu'il y avait une bête dans la cage et qui pouvait faire avancer et reculer juste pour donner une illusion qu'elle était pas vide, la cage, en fait. Je pense, c'est un avis personnel. Et pour l'archéologie, c'est marrant, c'est un peu tous ces objets qui réapparaissent comme ça. Il y a eu le Triceratops de Jurassic Park 1, on sait pas où il a disparu. Apparemment, il était dans une propriété privée et puis maintenant, on sait pas où il est. Il y a plus de traces, en fait. Disparu. Ouais, il a été fossilisé. Mais il y a quelqu'un qui l'a eu à un moment donné, il était chez un privé et il disparaît comme ça, on sait pas. Je suis un peu déçu, 15 000 $ seulement pour la caravane, quoi. Tu te dis que t'aurais pu tenter le coup? C'est vrai, peut-être pas, mais ça fait peu quand même pour un tel. C'est abordable, oui. Pour surtout par rapport à la cage, quoi, parce que pour moi la caravane vaut un peu plus que la cage. Mais la caravane n'était pas en état de rouler. Et la cage non plus. Visiblement non. La cage c'est pas fait pour rouler. La cage ça servait comme cabane à jardin. Où tu mets tes enfants dedans, ça c'est pas. Non mais je veux dire, avec remise à niveau, c'est bon. La caravane elle roule. C'est pour ça que, par rapport à la cage qui va être restée dans un jardin, que la caravane peut voyager de ville à l'autre, 15 000 $, ça fait peu. C'est très décevant pour moi. Ouais, avec une remorque, c'est pas tout le monde qui a la place pour entreposer ça. Voilà, faut avoir la place, faut avoir de l'espace. Tout le monde a un garage pour stocker ce truc, c'est énorme. Plein de riches qui ont des grands garages, c'est pas un problème. Ça peut servir de maison aussi. Tu loues un espace d'un parking ou... voilà, tu sais, quand t'es en appart, c'est un peu limité, quoi. Tu peux faire une baraque à frites, Thomas, avec. Ah oui, c'est vrai, tiens. Il fait froid au Québec, alors les mauvais lombes, c'est pas ce qu'il y a de préférable l'hiver. Et donc, dernier détail marrant, la caravane, justement, était visible depuis tout ce temps sur Google Maps. Voilà. Où ça? Elle était, en fait, les gars qui l'ont acheté, du coup, savaient où était le vendeur, et quand ils ont regardé sur Google Maps, effectivement, on voyait bien la caravane en Californie. Et il y a des types qui font de ces tracks. Ouais. C'est quand même dingue. Hein. Moi, je l'estime être un peu un malade sur les bords, sur traquer tout ce qui est Jurassic Park et compagnie, mais sur les objets signés, il y a plus fou que nous. Hein. Quand même, faut le faire, quoi. Et tu es sûr qu'ils ne vont pas la rapatrier en France? A priori, ce qu'ils disent sur leur page Facebook, c'est qu'elle va rester en Californie le temps d'être tapée. Ouais. Puis après, a priori, elle fera des conventions ou des trucs comme ça, mais la rapatrier en France, ça va être compliqué, à mon avis. Rien qu'au niveau du prix, pour la faire venir. C'est sûr. Mais bon, pour claquer 15 000 $, c'est bon. Ils peuvent claquer autre chose, non? Ils sont en train de faire appel au financement participatif pour la retaper, donc ils n'ont pas non plus des moyens illimités.
Ok. Enfin, voilà pour ce sujet. Kevin, est-ce que tu avais un truc que tu voulais évoquer au niveau des news récentes? On va parler de Jurassic World, mais je m'étendrai, là. On gardera ça pour plus tard. Je peux parler du RPG. Je sais, j'ai promis en automne 2013. Il est pas encore sur le net, mais il est fini. Ce qu'il manque, c'est je ne suis pas capable. Faut que je répare ce bug-là. Le jeu ne s'installe pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et donc attends, pour préciser, tu avais donc fait un jeu Jurassic Park, un RPG en fait, que tu as conçu. Oui, il est conçu pratiquement seul. J'ai eu l'aide de 2 amis et de différentes images et sprites, comme ils appellent, de différents jeux, qui incluent les musiques originaux des films et du jeu Trespasser. D'accord. Et j'ai commencé il y a très très longtemps, je le faisais à temps perdu. Mais il y a une année où j'ai travaillé pratiquement une année dessus pour le finir le plus vite possible. C'est sûr, il n'est pas parfait. Toujours quelque chose qui cloche. Je n'ai pas pu intégrer les grenades comme je voulais. Mais je me dis, je me ferais pas chier avec ça. Et j'ai changé complètement et j'ai mis autre chose. Tant pis. Hein. Mais j'ai sorti la bande-annonce et j'ai promis en automne 2013. La version bêta est prête, mais je suis pas capable de le mettre en... Il ne peut pas s'installer. L'exécuteur veut pas fonctionner, il dit qu'il manque un fichier qui est là quand même, je dois isoler ça. Mais en ce moment, je suis en plein montage sur une série télé. Une future série télé, en fait. Je travaille sur le pilote et ça prend beaucoup de mon temps. Vous devinez bien. Plus mon vrai job qui sert à payer la nourriture et le loyer. Ça s'en vient très très bientôt. Faut juste que j'isole le problème, je le règle. Et ça va être disponible en téléchargement. D'accord, donc c'est à suivre. Voilà, et on peut préciser qu'il y a une page dédiée au jeu sur notre site, dans la section fan. Et le démo est disponible aussi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des news qu'on voulait évoquer. Donc on va attaquer le gros du sujet, Jurassic Park 3. Donc on va faire ça en 2 parties. On va d'abord détailler le tournage assez rapidement parce que ce qu'on avait prévu finalement, on l'a déjà publié sous forme de dossier sur le site. Donc on va quand même en parler un petit peu pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Et ensuite on reviendra sur pour nous tout ce qui va pas dans le film en détaillant un peu tout ce qui nous plaît pas. Donc pour revenir sur le tournage, on va détailler un peu toutes les informations qu'on a réussi à dégoter. Elles sont issues d'interviews, d'articles et d'archives de sites de fans qui datent de l'époque. Alors c'est difficile d'en déterminer la véracité, donc voilà, on se base là-dessus, mais on garantit pas que c'est la vérité vraie. Pour commencer, suite au succès du 2e film, Universal était tout de suite d'accord pour partir sur un 3e, mais Michael Crichton, lui, c'était pas du tout son truc, il avait pas l'intention d'écrire un nouveau roman. D'ailleurs, The Lost World était la seule fois qu'il avait écrit une suite à un de ses romans. Donc il avait pas l'intention d'en écrire une 3e. Donc l'équipe a dû faire face à une problématique nouvelle sur la franchise, ce qui était de trouver une trame directrice pour un nouveau film, sans se baser sur un matériel original. L'idée de repartir de la bombe de mousse à raser qui avait été placée là pourtant à l'origine pour introduire une suite a été laissée tomber aussi. Il a fallu s'orienter vers de nouveaux auteurs et donc de nouvelles idées. Joe Johnston est arrivé sur le projet en mai 99, et il faut savoir qu'il avait déjà tenté 4 ans plus tôt de diriger Le Monde Perdu, mais il s'était pris un gentil vent par Spielberg. Mais là il a réussi à dégoter les rênes du 3e film, et bizarrement, malgré sa volonté, il est arrivé sur le projet sans aucune idée concrète de scénario. Tout ce qu'il disait à l'époque, ce qu'il voulait faire, c'était un film plus indépendant, sans réel impact sur la saga, et il voulait absolument des reptiles volants. Et donc il a déclaré dans une interview peu après avoir été nommé directeur qu'il était très heureux, qu'il y aura beaucoup d'effets spéciaux, et que le plus important pour lui, c'était l'histoire, donc qui était la clé pour faire un bon film. Visiblement. Voilà, on sait pas quelle histoire il avait à la base, mais au final, c'est pas vraiment ce qui est ressorti. Spielberg lui avait donné carte blanche, il lui avait dit qu'il pouvait faire son propre film, même si l'histoire de base était une de ses idées. Et après, il disait qu'il voulait pas copier Spielberg, qu'il avait adoré les 2 premiers films, il avait adoré les 2 premiers films, il savait bien que le sien serait comparé à ce qui avait été fait avant, mais ça lui faisait pas peur du tout. Là, les gens remarquent qu'il y a un problème, parce que le film, sa phase de production et de genèse, en fait, elle commence déjà sur rien. C'est-à-dire, le type, il a 2 idées, on va mettre des reptiles volants, il y aura des effets spéciaux. Enfin, on a envie de dire, c'est pas avec ça que tu peux monter un projet de manière sereine et concrète pour arriver à un résultat génial, quoi. Déjà, là, rien que ça.
On va faire un 3, mais pour faire un 3. Ouais. Et du coup, cette absence de concept, en fait, c'est ressenti tout au long du développement après, avec énormément de changements de scénario et de réécriture et de choses comme ça. Il a quand même introduit un nouvel élément qui est des dinosaures volants. Oui, ça, il avait dit qu'il le ferait, il l'a fait. Voilà. On peut pas lui retirer. C'était sa seule idée. Ça aurait été le comble qu'il la matérialise pas. Donc voilà. Je sais pas si le nouveau dinosaure star du T-Rex en remplacement de la star qui est le T-Rex était prévu du début. Je pense que sûrement ça devait être dans les cartons le fait qu'il fallait mettre un nouveau prédateur, mais je suis pas certain parce qu'au début. Au départ, c'était le Baryonyx qui avait été envisagé en concertation avec l'avis des fans qu'on voyait beaucoup sur les forums revenir. Les gens voulaient apparemment un Baryonyx, je sais pas pourquoi. Finalement, en consultation avec Horner, je crois, avec Jack Horner, donc le paléontologue, ils sont mis d'accord sur le fait qu'il était pas très distinctif, il n'y avait pas beaucoup de signes distinctifs, le Baryonyx. Alors ils ont préféré prendre un dinosaure qui était déjà beaucoup plus gros, qui pouvait faire face au T-Rex, et qui avait un signe beaucoup plus distinctif. Donc le Spinosaure, il était tout trouvé, parce qu'avec sa grosse voile dorsale, il était assez reconnaissable. Et puis quelque part, vu que c'est la même famille que les Baryonyx, il lui ressemblait un peu avec son museau allongé et tout ça. Donc la question que je me posais, c'était de savoir si ça avait été voulu du début, un nouveau prédateur ou pas. Parce qu'à part les reptiles volants, il n'y avait pas grand-chose dans les cartons, quoi. Je pense aussi, pour éviter de la redite, je pense. Ouais, c'est pour la redite, ouais. Je pense aussi qu'il y avait plusieurs prétendants. D'ailleurs, ça s'est confirmé par Justin. On a vu le Baryonyx et le Spinosaure n'étaient pas les seuls. Il y avait notamment ce qui confirmait, le Carnotaur, notamment qui a été prétendant pendant un certain temps, certainement à cause de sa présence dans le deuxième roman. On le rappelle, c'est les dinosaures caméléons dans le roman en fait. Et Carnotaur, c'est des espèces des petits tyrannosaures, on va vulgariser, avec 2 cornes sur la tête. Vous avez pu les voir par exemple dans le dessin animé de Disney, comme un taureau. L'animation. Voilà, dans Dinosaures de Disney, les méchants, c'est eux. Et dans le monde perdu du roman, ils ont la faculté, comme des caméléons, de pouvoir changer de couleur en fonction de leur environnement. Donc ça crée des scènes de tension assez folles. Donc c'est intéressant. D'ailleurs, on en avait parlé. On espère qu'ils seront. Enfin, moi, j'espère en tout cas dans Jurassic World parce que ça peut faire des bonnes scènes. Physiquement, ils sont assez atypiques en plus avec leurs bras ridicules. Mais d'ailleurs, donc le Carnotaur n'apparaît pas dans le film, mais elle a été remplacée quand même parce que ILM a travaillé dessus. Il a été remplacé par le Ceratosaure dans le film. Donc ils ont rétréci un peu la taille, modifié un peu la tête, mais c'est un Carnotaur à la base, le Ceratosaure. Ceratosaure, c'est le dinosaure qu'on voit dans la scène avec le téléphone dans le caca de dinosaure, celui qui vient, qui renifle et qui s'en va dégoûté par l'odeur, en gros, ou qui a peur du Spinosaure, on sait pas trop. Alors donc le premier scénariste qui a été annoncé sur le projet, donc c'était en août 99, donc c'était Greg Rosenberg. Donc il a été chargé lui de développer l'idée originale de Spielberg. Donc c'était le premier, mais il y a eu une longue liste qui a suivi. Donc apparemment 9 scénaristes, fait beaucoup. Donc c'est une preuve comme quoi ça a été assez difficile d'écrire une histoire qui tienne à la route et qui soit satisfaisante pour tout le monde, donc pour les créateurs et pour les producteurs. Donc dans cette liste, on a trouvé William Goldman, Tony Gilroy, Jonathan Hensley, Peter Buckman, Alexander Payne, Jim Taylor, Tom Berrotta et John August. Donc voilà. Donc un qui a été avare sur le sujet, on va dire, c'est Alexander Payne, notamment dans une interview de 2011. Donc c'était sur écran large ça. Il a évoqué rapidement donc son expérience sur Jurassic Park 3 et donc les circonstances qui l'avaient amené à être contacté sur le projet. Donc en fait, il explique qu'il a été appelé en tant que script doctor pour travailler le lien entre les scènes d'action, donc donner un peu plus de consistance dramatique aux personnages, quoi. Donc pour les personnages qui n'avaient pas été construits, c'est-à-dire leur donner une dimension plus grande, supérieure, donc pour étoffer un peu cette histoire bas de gamme. Dans le cas typique de ce film de studio, donc qui ont été faits uniquement, on va le dire, c'est dans l'optique d'avoir une date de sortie prévue pour faire des sous en été, quoi. C'est ça, c'est le blockbuster prévu de longue date sans réelle implication créative poussée, on va dire. Et dans le but de sortir 4 ans plus tard, comme c'était le cas pour le monde perdu. Voilà, aussi il y a ça. Il y avait un espèce de rythme traditionnel qui voulait qu'on sorte un Jurassic Park tous les 4 ans. Donc en fait, au final, son travail il est intervenu très tardivement dans la production et puis il dit qu'il a été remanié de nombreuses reprises et selon lui, donc si Jurassic Park 3 il est le moins bon, à son avis, c'est surtout parce que c'est Spielberg qui l'a pas réalisé. Si on n'a pas de scénario à la base, personne ne peut faire un bon film. Voilà, c'est ça. Un réalisateur peut gâcher un bon scénario, mais c'est dur d'améliorer un scénario presque inexistant aussi.
Ça arrive parfois. Pour acheter des éléments et que le studio avait voulu le couper d'une demi-heure, ça n'a pas été. D'ailleurs, à propos de ce scénario, donc il y avait William H. Macy qui avait parlé, qui avait été assez bavard. Quand c'est un acteur donc qui joue Paul Kirby dans le film, il a été assez bavard. Oui, il avait dit, il avait pas tout lu à la base quand il a fait son interview il avait pas tout lu le scénario, mais il disait déjà que c'était inutilisable et c'était aberrant de fournir un tel script à ce moment-là quand Alexander Payne est arrivé. Donc en fait, apparemment, il aurait que Alexander Payne écrit un tout nouveau scénario assez éloigné de ce qui avait été fixé auparavant. Et donc ici il dit ça pouvait pas se faire. On leur avait demandé d'étoffer la structure scénaristique et finalement ils ont pondu une nouvelle histoire. Donc finalement ils ont tout changé et ça n'a pas plu. Alors est-ce que puis, au dernier moment c'était un peu trop avancé dans la production pour d'un coup changer d'histoire radicalement. Ça a dû poser beaucoup de problèmes parce que peut-être qu'ils sont peut-être venus avec des bonnes intentions. Mais surtout par rapport à la date de sortie, parce qu'il est resté que quelques mois forcément, qu'Universal refusa de décaler. Refaire un scénario, ça aurait induit une nouvelle date de sortie, ce qui était impossible pour les producteurs. Ce que les fans, entre guillemets, auraient mieux voulu, je pense. Sur le coup, j'aurais été en colère, mais comprendre les raisons, ça aurait été correct. On aurait pardonné le décalage. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait pour Jurassic World. Ils ont décalé la date de sortie d'un an pour des changements scénaristiques. Ouais, on n'est plus à un an près de toute façon. Voilà. Du coup, pour avoir un peu une idée de ce qu'a pu être le travail d'Alexander Payne, on peut peut-être revenir sur les différentes possibilités de scénario qui avaient été évoquées à l'époque. Le seul élément que je me souviens, c'est le changement du personnage de Billy Brennan, qui était, à mon souvenir, censé être un évadé de prison. Oui. Et qui tuait Nash et Cooper, si je me souviens bien. Tout à fait. Non, Nash, Nash se retrouvait 3 balles dans la tête. Ce scénario, il est disponible dans les fins fonds du net. Il y a des captures d'écran où on voit les pages du scénario où ça parle de ça avec Billy le meurtrier là. C'est trouvable ça. Mais ça, c'était déjà un stade assez avancé. Il me semble qu'au tout départ, il y avait des trucs assez improbables comme Grant qui vivait sur Sorna en mode Robinson Crusoe pour étudier ermite alcoolique et tout ça. Voilà. Et apparemment, c'était la première idée de Spielberg. Ça n'a pas été surprenant. Ouais. Surprenant, oui. Ça a été, je crois intéressant un peu. J'aurais pas aimé voir ça. On n'aurait pas aimé le voir dans un Jurassic Park, je pense. Après, l'idée peut être sympa ailleurs. Ouais. Oui. Ouais, ce contexte peut-être, c'est sûr. Mais Grant qui est obsédé par ça, c'est pas si vu ça. Puis c'est limité comme histoire, c'est très limité parce qu'au final ils auraient fait quoi? Ça serait comme le 2, faut aller chercher Sarah. C'était pareil, là ça aurait été faut aller chercher Grant qui a pété un câble, on va aller le chercher, on va envoyer une mission. Ou alors peut-être qu'ils auraient fait un film de style le personnage de Tom Hanks dans Seul au monde. Seul au monde. Castaway, ouais. Et c'est en plus ce que j'allais dire aussi. Et pourquoi Grant aurait été sur Sorna? Parce qu'on voit que, il aime les dinosaures et tout ça, mais il a appris à la fin du premier, on voit qu'il fallait suivre l'évolution de la vie. La scène avec les oiseaux, elle est assez significative dans le sens où il faut prendre à vivre avec le présent et qui, voilà, les dinosaures c'était bien, mais il faut vivre dans le présent. Les oiseaux, c'est des dinosaures, c'est le présent, c'est aussi bien. Donc c'est bizarre comme retournement qu'ils se disent tiens je vais retourner sur Sorna parce que j'en peux plus de voir des dinos. Arrêter de creuser non plus après ça. Ouais, voilà, son truc c'est creuser, c'est un fouilleur comme. Peut-être que sa rupture avec Ellie, il l'a mal vécu. Ouais, ils auraient pu faire ça, ouais. Ouais, il y en a qui s'en remettent très mal, les histoires d'amour. Oui, au point de tout plaquer pour vivre comme un clochard sur une île infestée de dinosaures, pourquoi pas. Comme ça, tu vois. C'est un film romantique finalement. Ah oui, un film romantique, comédie dramatico-romantique. Jurassic World. Ça a l'air d'être quelqu'un qui se fait pas trop d'amis, donc se retrouver seul sur une île, ça lui plaît peut-être. Hein. Et je trouve que par rapport à la morale du premier, ça aurait été un peu. Oui, peut-être. Contradictoire. C'est quand même un peu ce que le personnage de Richard Levin dans le livre Le Monde Perdu. Puis même, je crois qu'au milieu, il évoque l'idée de rester là et de pouvoir repartir avec l'équipe sur le continent. Mais Richard Levin a une personnalité très différente de Grant. C'est vrai. Levin, il pète gros con égocentrique. Ouais, voilà, ouais. Il prend tout le monde pour des cons, donc c'est assez différent. Mais bon. Donc un scénario, moi, que j'aurais pas trop aimé. Il y a eu un second scénario qui se répétait assez souvent, donc c'était l'attaque de ptérosaures sur le continent, et donc une mission d'enquête qui était envoyée sur Sorna avec Grant et Billy. C'est un postulat de départ qui est un peu limite, il y a pas grand chose à dire. Est-ce qu'il y avait un rapport avec le virus DX? Le virus DX, je me souviens pas qu'on en ait parlé pour le 3. Pour les rumeurs du 4, oui, mais pour le 3, non. Pas de souvenir, Je pense pas non plus. Le titre original, c'était Extinction aussi. Oui.
Mais ça, on va y venir après. Ouais, on en reparlera après. Sinon, il y avait un autre scénario donc plus intriguant et là qui commence de se rapprocher de la version finale du film qu'on connaît. Donc là, c'était en fait, il y avait plusieurs familles donc qui devaient se rendre sur les îles Galapagos dans 2 avions. Il y en avait une qui contenait des voyageurs enfants et l'autre qui était des adultes. L'avion des enfants, il devait s'échouer sur Isla Sorna et certains des parents donc partaient à la recherche sur l'île pendant que les autres ils restaient sur le continent pour gérer les opérations. Ce scénario-là, Johnson il en parle lui-même dans les nouveaux bonus du Blu-ray. Donc ça, c'est sûr que c'était vraiment une base de scénar. D'ailleurs, on se rapproche petit à petit du scénario que l'on connaît. Ouais. Là, il y a l'histoire de l'avion. Le crash d'avion. Les enfants à secourir, l'ont singulier pour la version qu'on connaît. Ouais. Au final, c'est le scénario qui a été retenu, mais il a été amputé d'une certaine c'est confirmé par Johnston, ouais. Oui, qui a été amputé de la partie continentale, disons, pour se concentrer uniquement sur la partie île. Donc il y a peut-être un rapport avec le temps court du film, 1h20, parce que le reste a été jeté à la poubelle, parce qu'il n'y avait plus le temps certainement de tourner le reste du film, tout simplement. 5 semaines après le début du tournage, ils ont quand même viré toute la partie de l'intrigue secondaire sur le continent, donc c'est fou, quoi. 5 semaines après le début du tournage. Et à mon avis, Payne est venu à ce moment-là pour réécrire un peu ce qui n'allait pas pour faire les liens entre les différentes scènes. Peut-être. Au final, travail qui n'a quasiment pas été utilisé apparemment. Même le travail de Payne, on le voit pas en fait dans le film, d'après ce qu'il dit. Hein, donc. Bon après, attends ce qu'il dit avec des pincettes quand même. On peut aussi se demander ce que quelqu'un comme Payne a été faire dans une galère pareille, parce que Payne c'est quand même un réalisateur qui est assez respecté, qui fait des films entre guillemets d'auteur. Depuis, il a été chope tous les Oscars possibles imaginables et puis. À l'époque, il était pas très connu. Hein. Un petit peu, il avait une petite réputation quand même de type pas trop con quand même, ça, c'était pas n'importe qui non plus. Donc, Après ça apporte des sous de travailler sur un truc comme ça. Ouais c'est sûr. Puis s'ils sont allés le chercher, c'était pas pour rien, ils s'étaient dit on est vraiment dans la galère là, faut qu'on ait au moins quelqu'un de pas trop con qui essaie de nous sortir de là quoi. Le point positif de tout ça pour Payne, c'est qu'il a quand même été payé même si ça n'a pas été utilisé. Ah oui, parce qu'il est crédité hein, en tant que scénariste générique, donc quand t'es crédité, il y a les sous qui tombent, c'est sûr. En tout cas, dans ce scénario des Galapagos, la famille Kirby s'appelait à l'époque Robbie, la famille Robbie. Et le fils c'était Miles. Voilà, Miles. Le fils. Attention, parce qu'il y avait plusieurs gosses, donc peut-être qu'il y en avait d'autres. Il y avait Eric qui existait déjà, on ne sait pas. Et Billy, là, était dans ce scénario, comme a dit Kiv, un mec dangereux qui s'était évadé de prison. Et pourquoi il tuait les membres, ça, personne ne le sait. Ouais, c'est peut-être fait faire un peu de suspense. Ah oui, Atnage qui se retrouve avec 3 balles dans la tête. Ça, c'est pas juste les dinosaures, les méchants. Quelqu'un a-t-il une question qui n'ait pas de rapport avec Jurassic Park? C'est ma veine, hein? Il n'y a que ça pour emballer nos affaires en 4 semaines. Non, 3. J'ai dû louer un peu de matériel. Venez, je vous montre. C'est triste de dire qu'il est un peu trop tard. Professeur Grant? Paul Kirby. Donc du coup, c'était Kevin, toi tu parlais tout à l'heure du titre donc qui était Extinction, Jurassic Park 3 Extinction. Donc oui, ça c'est assez visible donc dans le DVD, notamment quand on voit les affiches à différents stades de la production. En effet, le titre de Jurassic Park 3 c'était Jurassic Park 3 Extinction. La source de cette extinction, on le saura jamais vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre quand même sur Jurassic Park 3. Apparemment, c'était un scénario totalement différent de ce qu'on a évoqué. Pas de mission de sauvetage. Cette fois-ci, ce scénario aurait un impact plutôt sur la saga. Vraiment, ça aurait été une histoire. Avec un titre comme ça, c'était. Conclusion. Il y avait un concept fort. Une conclusion, une fin de saga, moi je pense, le dernier volet, quelque chose comme ça. Peut-être, mais en tout cas, ce scénario-là était apparemment assez avancé au point de faire des affiches qui teasent le film. D'un goût plus ou moins bon, d'ailleurs. Les affiches, merci. Il y a des affiches sacrément dégueulasses avec des embryons humains, je crois, des trucs chelous. Ça me fait rappeler le titre, je pense, c'est la première rumeur de Jurassic Park 3 que j'avais lu sur le net, je pense, en 98-99, pas très longtemps après la sortie du 2, où c'était le dinosaure, plus ou moins officiel, je sais pas, c'était le tyrannosaure qui, après sa visite à San Diego, avait pondu des œufs. Oui, j'en ai entendu parler. Ces œufs auraient été distribués à travers le monde et ils auraient éclos dans les différents musées. C'est la première rumeur d'histoire que je trouvais assez... Ça faisait assez proche du Godzilla de Emmerich qui était sorti un peu avant, quoi. Et il y avait les raptors échappés du bateau aussi.
Oui, qui a été coupé, mais qui a quand même un gros what the fuck à se poser quand on regarde le film. En tout cas, Sam Neill avait confirmé en septembre 2000 la chose, qu'il existait un scénario appelé Extinction, mais qu'en fait ce scénario était un préquel au Monde Perdu. Donc le film se serait situé entre Jurassic Park et le Monde Perdu. Et ça, Sam Neill l'a confirmé. Donc on aurait pu voir par exemple la fuite de l'équipe d'Ingen d'Isla Sorna qui devait abandonner les installations suite à l'ouragan Clarissa, c'est ça je crois. Notamment sur le site B apparemment. Peut-être que c'est l'extinction des humains sur le site B. Ouais, ça aurait pu être ça, oui. Ce qui expliquerait par exemple pour rebondir sur le 3 quand on voit le crâne humain et tout ça là dans la volière. Ouais. Oui, c'est tout à fait, oui. Peut-être que c'est des bribes de vieux scénarios qui traînent encore dedans, on sait pas. C'est possible, parce que vu qu'on sait que les décors s'est construit beaucoup de temps avant le tournage, ça a forcément dû être. Il y a des choses qui ont dû être construites sur des bases de scénarios qui sont pas valables, donc peut-être que c'est des. Au niveau des titres, ça aurait été assez cohérent. Donc nous avons le premier Jurassic Park, le deuxième Jurassic Park Extinction, donc la fin définitive des projets de parc sur les îles, et ensuite le Monde Perdu. On revient sur les îles, mais cette fois-ci c'est un monde perdu sans humains. Wow. Donc il y aurait eu une certaine cohérence dans la trilogie. Ouais. Et donc du coup, justement, pour toutes ces histoires de titres, on peut quand même remarquer que c'est seulement le 7 mai 2000 que le nom de domaine JurassicPark3.com il a été acheté. Donc c'est quand même la preuve qu'il y a eu l'intention de créer un film avec une identité forte avant de revenir quand même à quelque chose de lambda, quoi, de basique. Plus simple. Ouais. Faut surtout dire qu'avant, ils avaient acheté plein d'autres noms de domaine avec des noms comme Extinction, donc Embryo. Ouais. Il y avait eu Breakout ou Outbreak, je sais plus. Breakout. Bon, apparemment. Le sujet extinction parlait de génétique absolue par rapport aux embryons, à mon avis. Non, ouais, je sais pas. Peut-être. Mais enregistrer Jurassic Park embryo là. Ouais, je sais pas. Par rapport aux affiches qu'on voit avec les humains dans les œufs là. Mais l'idée, c'est quand même, c'est assez triste au départ d'avoir des vrais concepts avec des vrais titres qui veulent dire quelque chose pour au final revenir sur Jurassic Park 3 parce que le film est devenu nul, quoi. C'est devenu à l'image film 5 qui est basé. C'est le syndrome Alien en fait. À chaque fois, c'est le 3e épisode qui a un numéro alors que tous les autres ont des titres. Je suis pas d'accord pour Alien parce que le 4e, la résurrection, pour moi, est le plus mauvais de tous. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Mais je veux dire, ils ont tous un titre quoi. Sauf le 3. Ça sera un peu pareil pour Jurassic Park. On aura 3 films sur 4 qui auront un titre original. Jurassic World, c'est juste un autre titre. C'est pas un titre propre. C'est pas Jurassic Park quelque chose Jurassic Park. Et donc pour conclure avec Extinction, il y avait une autre possible explication à ce titre. Peut-être qu'elles sont liées. Pardon ? Peut-être qu'elles sont liées. Oui, peut-être. Donc c'est dans les bonus du DVD, Jack Horner, donc qui est le paléontologue consultant sur tous les films, il raconte comment le spinosaure a été choisi comme nouveau prédateur, et donc il explique qu'il recherchait un dinosaure qui pouvait causer l'extinction de toutes les autres espèces de l'île, dont l'homme. Est-ce que le titre Jurassic Park Extinction était basé uniquement sur la présence du spinosaure ? J'espère que non, j'espère qu'il y avait autre chose derrière. C'est débile, sinon. Mais c'est la raison officielle qui a été évoquée. Si c'était ça, mais ils avaient touché le fond, quoi. Déjà, un dinosaure qui peut causer l'extinction de toutes les espèces de l'île, je vois pas l'intérêt. Que s'il y a un dinosaure qui est tellement fort qu'il arrive à bouffer tout le monde et qu'il n'y a plus personne, même plus de dinosaures, il est bien content tout seul, le Spino. Mais... il pourra pas survivre longtemps, ça c'est sûr. Il est tout seul, il n'y a plus de nourriture, Bah ouais, voilà, c'était déjà le principe, je trouve ça fait une tournure de phrase, je la trouve un peu stupide, Horner, quoi, mais bon. Il a dit ça, mais à mon avis, il dit pas tout. Du Horner, il dit beaucoup de choses, J'écoute plus trop ses avis. À mon avis, c'est l'arrivée de ce nouveau dinosaure qui va foutre la merde, entre guillemets, dans le site B, qui va causer l'extinction de l'homme. Dans ce sens-là, déjà, c'était plus acceptable. Voilà. Une nouvelle création sur le site B, ouais, effectivement, qui, en plus de l'incident avec l'ouragan qui balayait les installations, pousse vraiment l'équipe à se barrer. Voilà. Ouais, ça aurait pu être pas mal. Mais pourquoi on l'aurait pas vu dans le monde perdu ? Là, ça aurait été... Parce que vu comme il est psychopathe... Après, ça dépend où on se déplace dans le parc. Il peut pas être partout, s'il y en a qu'un ou deux. Non, mais dans le 3, il est partout, alors on va m'expliquer comment. Et ça, c'est autre chose. Mais... Et ça, il se venge, c'est pour ça, il se venge. Il est taré, ouais. Mais quand ils ont sorti la série de jouets, Le Monde Perdu, il y avait un dinosaure spinosaure. Ouais, il y avait un spino, ouais. Était-ce déjà prévu ou je sais pas trop? Non, ça, je pense que c'est un hasard. Oui, il y avait un spino, mais comme il y a eu plein d'espèces, il y a même des jeux de Jurassic Park où c'est pas des dinosaures, il y a des reptiles mammaliens, il y a des dimétrodons et tout.
Il y a même des smilodons aussi, hein, carrément dans le tertiaire. Hein. Connerie qu'il faudra pas qu'il fasse dans le 4. Hein. Moi, je veux pas de délire comme ça en mélangeant toutes les espèces. Parenthèse. Dans le film, oui. Après, dans les jeux, on s'en fout un peu de ce qu'il Oui, voilà, dans les jeux, je m'en fous, mais pas dans les films, quoi. Et donc, le Spinosaure, a priori, à l'origine, il devait y en avoir plusieurs. Je crois que c'était Stan Winston qui avait dit qu'ils avaient commencé à travailler sur une famille de Spino avec notamment un petit. Une famille, ouais, c'est ça, exactement, à la monde perdu. Mais le jeune était quand même plus avancé au niveau de la croissance. C'était un gros jeune, quoi. C'était pas un bébé. Un ado. Voilà, un ado, ouais. Donc cette déclaration a entraîné plusieurs hypothèses sur le caractère furieux de Spinosaure dans le 3e film, mais ça on y reviendra plus tard. On va continuer sur le tournage. Donc avec tous ces errements scénaristiques, ils ont quand même réussi à débuter le tournage. Et leur problème n'était pas fini, il y a eu pas mal d'accidents, et notamment dès le premier jour, sur les prises de vue de la scène du parapente derrière le bateau, donc la scène d'ouverture du film, un des cascadeurs s'est retrouvé piégé sous l'eau et a dû être hospitalisé parce qu'il était coincé donc sous l'eau dans son parapente. Donc déjà pas de bol. Ensuite il y a une barge qui transportait tout le matériel électrique et d'éclairage s'est renversée dans la rivière. Et le tournage a été une telle catastrophe que celui qui était prévu pour durer 2 mois, a duré finalement que 10 jours. Et ils ont dû revenir en janvier pour tourner toutes les scènes qu'ils n'avaient pas pu faire. Si c'était pas déjà un mauvais présage. Oui, c'est clair. Hein. Mais heureusement pour nous, ou pas d'ailleurs, on avait Kathleen Kennedy qui, à distance, gérait le truc d'une main de maître. Je sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus. Oui, en effet, on a Stacy Snyder, donc la PDG de DreamWorks, qui avait évoqué dans un entretien à The Hollywood Reporter en 2013, donc comment Kathleen Kennedy, elle avait fait un peu sa Wonder Woman sur le projet Jurassic Park 3. Donc c'était, comme on a dit, donc c'était le gros foutoir comme pas possible. Et ils avaient, donc elle disait qu'ils avaient investi depuis plusieurs semaines dans la pré-prod, en gros, 18 millions de dollars. Et il y avait un gros souci, c'était que Johnson et Spielberg, ils étaient pas du tout heureux de la tournure que prenait le projet, du scénario et tout ça. Et ils disaient en gros, on arrête quoi, faut stopper net, faut arrêter on va arrêter les frais quoi. Mais apparemment, donc comme elle l'explique, Kennedy apparemment aurait trouvé la solution en 2-2. Donc elle dit ça comme ça. Je vais lire carrément comment elle le dit. Donc elle dit: j'étais à New York et mon téléphone a sonné au moment où je commençais à traverser une rue. C'était Kathleen. Elle me dit: Stevens et Joe, donc Johnson, sont mécontents du script. On va devoir arrêter les frais. Et le temps que je me retrouve sur le trottoir d'en face, elle m'avait expliqué quel était le plan pour rentabiliser les 18 millions de dollars, retravailler le scénario et recommencer le film. On était passé d'un extrême à l'autre. Quelque chose de terrible était arrivé et elle a la solution. Heureusement qu'elle était là. Ah oui, c'est clair. Et heureusement qu'elle est partie sur Star Wars maintenant. Donc, oui, qui va peut-être revivre la même chose. Parenthèse, mais Star Wars, ils ont demandé un délai parce qu'ils trouvaient que c'était trop juste pour le sortir en hiver 2015. Et le problème, c'est que Disney, quand ils ont racheté à Lucas, il y a les investisseurs, ils ont dit non, allez chier, nous on veut l'étude maintenant. Donc du coup, il n'y a pas de report et ils sont obligés de faire à la vite. Donc c'est un peu le même problème. Je croyais qu'il était repoussé quand même. Hein. Il est pas repoussé. Oui, ils ont accordé 5 mois de report. Ça devait être en été 2015 et finalement c'est en décembre. Mais c'est pas les délais qu'ils avaient demandé, c'était 2016. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est fait renvoyer aussi de la production de Star Wars? Si, il y a un scénariste. Bon, il s'est fait virer. Peut-être que Kathleen ne répète pas les mêmes erreurs, je sais pas. Ils ont viré le scénariste et ils ont pris Kasdan, je sais plus quoi, le scénariste de l'Empire contre-attaque, et il a coécrit avec J.J. Abrams, donc le réalisateur. Voilà pour la parenthèse. On espère que ça prendra pas la même tournure que Jurassic Park 3, mais ça, on suit les pas. Ouais. Donc pour en revenir à Jurassic Park 3, à côté de ça, donc on avait le compositeur donc qui a changé sur le 3, c'est plus John Williams, c'était donc Don Davis qu'on a pu entendre. On a pu entendre les morceaux, par exemple, dans les bandes originales de Matrix, par exemple. Lui, il n'était pas satisfait des demandes de la production parce qu'il en avait marre, parce qu'en fait, le scénario, vu qu'il changeait tout le temps, c'était assez difficile pour lui d'écrire une musique, puisqu'il savait pas à quoi travailler, quelle émotion retranscrire. Les scènes, elles changeaient tout le temps. Il n'était pas satisfait du tout. Et donc néanmoins, comme il s'est quand même centré sur l'idée qu'il y avait comme base 2 thèmes récurrents, donc il y avait celui de la saga qu'il fallait retravailler, donc le thème de Williams, et celui des Kirby, donc la famille, donc qui a toujours été un élément stable dans le récit malgré les divers errements scénaristiques. Donc il s'est centré là-dessus. Il a fait un petit thème qui juge lui-même de assez niais en fait sur la famille, et il n'était pas vraiment satisfait du résultat. Il a trouvé que c'était éprouvant comme travail, comme beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce film. D'ailleurs, du point de vue des acteurs, c'est pas mieux. Moi, j'ai remarqué l'absence de thème principal pour Jurassic Park 3. Le premier qu'on connaît tous, Le Monde Perdu, qui a son propre thème.
Mais le 3, j'en ai pas trouvé. Là, c'est juste des musiques durant le film. En gros, faut se dire que c'est celui des Kirby. Le thème musical, je voulais dire. Ouais. Bah, il y a un thème qui a été créé pour le film qui revient régulièrement, mais que j'arrive pas à retenir, je l'ai pas en tête, mais quand t'écoutes le film, Je le fais mal, mais je crois que ça fait à peu près ça. Je réécoute, mais ça m'a pas accroché, en tout cas. C'était pas évident, et sur la bande sonore, il y a pas de... Bah, il est pas réécoute ta bande originale. Ouais, c'est ce que, oui. Peut-être des passages qui ça se peut, mais je veux dire, il y a pas de track qui est marqué thème, Jurassic Park 3 ou, quelque chose comme ça, là. Même quand on parle de Blu-ray, c'est une musique du 1 qui a été repris à la fin du 3 qui joue. Il a peut-être manqué de temps, je sais pas, il avait peut-être pas écrit non plus. Ça m'a offensé parce que la musique Jurassic Park, John Williams a fait un travail fabuleux. Ça n'a pas été retenu pour le 3 parce que John Williams était pas là. Ah, il travaille sur AI. Donc il était sur le projet de Spielberg, donc intelligence artificielle. À la base, ils avaient aussi demandé à James Horner, qui s'était désisté pour je ne sais plus quelle raison d'ailleurs. Et c'est James Horner qui a conseillé Davis, il me semble. Non, c'est Williams qui a conseillé. Williams, oui voilà. Ils ont demandé à Horner qui a dit non, et après Williams leur a dit bon bah prenez Davis. En gros c'est ça. Bon, la musique n'est pas mauvaise, mais elle est pas aussi prenante ou mémorable que les deux autres. Bah, je trouve qu'il a bien retravaillé quand même le thème de Jurassic Park en ajoutant des chœurs. Ça donne une dimension assez mystique à la musique. Ouais. Oui, je suis d'accord. Et donc en plus du compositeur donc qui qualifiait lui-même sa musique de niaise, les acteurs aussi ont fait quelques sorties assez virulentes, et notamment William H. Macy, donc qui joue Paul Kirby. Il a été celui qui s'est le plus ouvertement exprimé sur la façon dont s'est déroulé le tournage. Notamment, il n'était pas du tout content de l'absence de Spielberg, et il avait dit une phrase assez marrante, qui était « Sur le tournage, il y a une chaise avec son nom dessus, donc le nom de Spielberg, mais on sait pas trop si c'est une menace ou une promesse, parce qu'il est jamais là. » Et il est allé plus loin, il s'est permis donc plus tard de faire des attaques violentes contre la production, du genre qui a lancé un navire à $100 millions sans gouvernail et qui devra rendre des comptes pour ça. C'est comme ça que ça se passe avec ce genre de film. Je pense que quelqu'un devrait être viré, mais ce n'est pas moi qui décide. Donc c'est assez ouf de voir des acteurs s'exprimer comme ça sur un film qu'ils ont tourné. Et il avait... Il l'avait pas terminé, hein, c'était en cours de production. Oui, surtout en cours de production, c'est dingue, parce que t'es quand même là pour faire la promotion, et c'est vraiment qu'il devait être en colère, et que il y a vraiment des abus sur ce film, et que ça devait être n'importe quoi. Ouais, je sais pas, j'ai pas les dates des déclarations, mais ouais, c'est sûr que si c'est pendant le tournage, c'est encore pire. Ah ouais. Spielberg s'est pas pointé par la scène de la volière. Oui, bah si, Spielberg a été là de temps en temps quand même, hein, mais... pas suffisamment apparemment Il est venu pour la scène du canyon et surtout pour revoir comment ça se passait, puis pour le combat avec T-Rex et Spino, qui au final en plus a même pas été enfin ce qu'on voit à l'écran c'est quasiment pas les scènes d'animatronique qui étaient prévues à la base en plus. Donc pour revenir aux acteurs, c'est juste moi qui trouvais que William H. Macy et Téa Leoni n'avaient pas d'affaires là, parce que moi j'étais surpris d'apprendre qu'ils étaient dans la production. C'est pas leur genre de film habituellement. Bah même Téa Leoni T'as Leoni un peu plus, mais surtout William H. Macy, ça m'a fait c'est pas son genre, les gros films popcorn. Non, c'est sûr. Ouais. C'est le seul qu'il a tourné, je crois, de blockbuster. Moi, je l'avais vu dans Magnolia, où il était en rôle de dépressif. Moi, je l'avais vu dans pas Fargo. Du tout pareil, donc. Fargo, qui était excellent d'ailleurs. Ouais, j'ai vu dans un film State and Maine où il jouait un réalisateur de film. Je sais pas. Mais il joue bien, hein. Il joue bien là. Oui, c'est un bon c'est particulier. C'est pas le problème, mais c'est ça. D'habitude, il fait des films un peu plus profonds, si je peux dire comme ça. Mais là, c'est son rôle qui est pourri, hein. Ouais, c'est simplement. Ensuite, il aurait pu divorcer à moustache, ouais. Ouais, voilà, il dirait que la moustache, elle est pas dégueulasse, là. C'est juste, c'est pas son genre. Il savait pas nager, d'ailleurs. Ouais. Mais bon.
Du coup, suite à ces déclarations, il a dû se faire recadrer un peu parce qu'il est revenu sur ses propos quelques mois plus tard en disant que... Après, là c'est à mon avis, c'est après. Pendant la promo, du coup. Le film était un grand moment. J'ai jamais dit que j'étais mécontent du tournage. Joe Johnston est qu'un mec génial. J'ai été sur quelques grands films et celui-ci est mon préféré. Oui. Là, du coup, ça sent le faux cul. Ouais. Alors du coup, par contre, en 2002, on a Alessandro Nivola donc, qui joue Billy Brennan, donc le paléontologue assistant de Grant, qui a été beaucoup moins sympa dans ses propos, lui, qui a carrément dit qu'il espérait ne pas être dans Jurassic Park 4 parce qu'il y était au niveau du contrat rattaché, puisque quand il a signé pour Jurassic Park 3, il a signé pour l'éventualité d'un 4e. Donc si on le rappelait, il devait dire oui normalement. Donc il a dit, je cite, alors Jurassic Park 3 était une expérience très pénible. C'est le seul rôle de ma carrière pour lequel je n'avais aucune matière pour construire mon personnage. C'était exaspérant. C'est Sam Neill qui m'a aidé à tenir parce qu'il jouait du ukulélé et on pouvait se poser dans une caravane et jouer des chansons de Beach Boy. S'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pété un plomb. Ouais, donc là au moins c'est dit, c'était pas génial, c'était même pire que pas génial, c'était horrible apparemment pour lui. Mais heureusement qu'il y avait le ukulélé. Hein. C'est lui qui a insisté pour son personnage ne meurt pas finalement. Apparemment, ce qui paraît, ouais. En plus, ouais. Pas d'abord, il voulait. Ça, c'est une erreur, à mon avis. Oui, parce que le film est déjà assez ridicule comme ça. À la fin, enfin, on en parlera plus tard avec l'armée et tout, plus Billy qui survit comme par magie, c'est quand même fait becter. Il ramène le chapeau de Grant. Il a son chapeau. Ah oui, tout à fait. Et c'est le plus important. Et en parlant de Grant, justement, Sam Neill, lui, il s'est pas exprimé texto sur le sujet, mais il y a quand même un truc marrant à souligner. D'ailleurs, on avait mis l'image dans le dossier qui est visible sur le site. C'est qu'il a adressé un petit clin d'œil à travers un t-shirt, donc il a offert à la fin du tournage. Et en fait, en gros, celui-ci, là, il montre l'équipe de production qui est en mauvaise posture face à un T-Rex qui personnifie donc un peu les dérives du tournage. Donc les dialogues des personnages réservés sur le t-shirt sont plus qu'explicites, quoi. Donc t'as Sam Neill dans la chaise du réalisateur, en gros, qui dit bouffer Freddy dans le T-Rex. Et là on a donc Larry G. Franco, donc le producteur, qui fait fuyez, le budget a explosé. On a aussi Joe Johnston, le réalisateur, donc qui court aussi, qui fait il est en train de manger le scénario numéro 17. Et on a donc Shelley Johnson, directeur photo, qui lui fait on fait la course pour le déjeuner. Ça doit être une blague privée qu'on comprend pas. Ouais. Peut-être parce qu'à chaque fois il se grouillait d'aller bouffer au lieu de bosser, ou je sais pas, un truc comme ça. Il devait... Mais c'est dommage. Vu l'importance de Shelley Johnson sur le dessin, peut-être que... Oh, elle est sympa la photo, il y a certains plans assez jolis quand même au niveau de la photographie. Je peux pas dire que c'est vraiment mal foutu quand même. Ah non, pas du tout. Non, je veux dire, sur le dessin de... Ah oui, excuse-moi. Ouh là, oui, on s'est pas compris. Ah oui, le gros monsieur, tu veux dire. Hein, le dessin du gros monsieur, oui. Et sinon, au niveau des acteurs, on a aussi Téa Leoni, donc... qui joue Amanda Kirby, qui a aussi offert un cadeau à la fin du tournage. Donc elle, c'était un pendentif sur lequel était gravé vous êtes la meilleure équipe de tournage de toute ma vie. Est-ce que c'était une phrase ironique, ou alors elle est complètement Amanda Kirby, ou alors elle est aussi neuneux que son personnage. Ouais, voilà. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce qu'on a donc en conclusion, un développement très instable, une équipe de production plus attirée par la rentabilité que par la qualité. Jurassic Park 3, c'est le moins bon de la saga, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Joe Johnston, c'est pas le seul fautif, on peut pas tout lui foutre sur la tronche non plus. Spielberg, il aurait pu mieux assurer aussi pour cadrer tout ça. On peut pas le lier. Et pour s'impliquer quand même dans le film qui quelque part c'était son bébé un peu. Je veux dire, il a accouché des 2 premiers films. C'était aussi de sa responsabilité de s'assurer que ça se passe bien. Donc on espère, et je pense que c'est parti pour, qu'il ait un rôle un peu plus présentiel pour le 4e et qu'on n'arrive pas au même genre de dérive, quoi. À mon avis, non. Là, il a l'air vraiment d'être impliqué. Ouais. C'est bien de se réveiller. Mais bon, pour moi, le premier fautif par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est Universal. Ou le producteur, en tout cas, je sais pas. Celui à qui appartient le film, finalement. Oui. Pour, en tout cas, accélérer ça, pas vouloir mettre de délai ou rien de ça. C'est se foutre de la gueule des fans, hein. Ouais. Dans le film, puis ça va être ça. Il y a quelques points positifs, j'imagine, quand même. Mon expérience personnelle, comme j'ai expliqué sur un sujet du forum, j'ai suivi du début à la lettre via Internet le développement du film, et j'avais vraiment hâte les premières images. Je dormais pas pratiquement. J'avais planifié ma petite dans une grande ville, je vais aller le voir en première version originale. Ouais, j'arrive là, dans la salle, 1h30 plus tard, je suis sorti démoralisé, comme si on m'avait promis quelque chose de grand et que j'ai jamais eu. Mon ami avec qui j'étais me demandait qu'est-ce que j'avais. J'ai détesté ça. Joe Johnston serait là, je frapperais.
C'est qui joue ça? C'est le réalisateur. Voyons, c'est ça pour ça. Non, c'est pas vrai, là. Une scène après le générique, quelque chose. Non, il y avait rien. Et tu étais adulte quand tu l'as vu? J'étais pas loin, 2001, j'ai 17 ans. J'étais presque adulte. Ah, ok, d'accord. Moi, je sais plus, je devais avoir 13-14 ans, un truc comme ça. Ouais. Je l'avais. Moi, bizarrement, j'ai pas été choqué. J'ai pas été choqué quand je l'ai vu. En même temps, je pense que c'était une période où j'attendais plus rien de Jurassic Park. En fait, le film est tellement passé un peu dans l'indifférence, que ce soit au niveau de la promo et tout. Non, arrête de mentir un petit peu. Franchement, t'as vu des campagnes Non, mais à l'époque, je suis sûr et certain que tu l'attendais à mort. Ah oui, non, mais oui, je l'attendais beaucoup, mais moins que le deuxième, moins que le 2. Je sais pas, j'étais blasé. C'est vrai que la promo pour le premier et le deuxième, c'était... Ils ont sûrement battu un record là, pour la promotion du premier, en tout cas. Je l'ai attendu beaucoup, mais c'est parce que je suis un fan Enfin, j'aime bien la saga, mais je veux dire, comparé aux deux autres, je veux dire, t'avais pas des documentaires sur les dinos pendant 4 mois à la télé pour annoncer qu'il allait sortir. C'est quand même passé dans l'indifférence, là, assez grande indifférence, quand même. Il y avait 2-3 affiches, ok, ouais, mais voilà. Puis pour les objets dérivés, c'était beaucoup moins présent sur le... Oui, voilà. Oh. Donc du coup, pour $20, t'avais toute la gamme pratiquement pour le 3. Là. Après, c'est comme si une suite de la suite. Forcément, au niveau commercial, ça peut être que moins développé que les autres. Voilà. Ouais. Puis le climat ambiant faisant que, je sais pas, mais quand je l'ai vu, c'est un peu passé comme une lettre à la poste. Oui, c'est pas mal. Il y avait certains éléments, j'étais assez content. Par exemple, retrouver la musique, c'est bête, mais la musique, j'ai bien aimé de retrouver le thème qui me manquait un peu dans le deuxième. La scène avec les brachiosaures qui m'avaient aussi manqué, une petite scène bucolique comme ça, c'était sympa. Et Grant surtout, parce que j'aime bien Grant quand même. Ça faisait plaisir de le revoir. C'est mon personnage préféré, j'étais content qu'il revienne. Mais après, moi, c'est surtout après avec le recul. Que lui, mais. J'ai rendu compte qu'il y avait un souci quand même. Et je rappelle quand même que tu le préférais au Monde Perdu. Ah non, mais c'est toujours d'actualité. C'est un plaisir coupable. C'est pas que je le préfère cinématographiquement parlant. J'admets qu'il est pourri, quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas photo. Le Monde Perdu est beaucoup mieux construit cinématographiquement parlant. C'est un vrai film. Il y a de la qualité. Jurassic Park 3, c'est de la série B. C'est un bon téléfilm du dimanche, tu vois. Mais j'avoue avoir plus de plaisir à le regarder plusieurs fois à la suite, le troisième, que le 2. Le 2, il me saoule maintenant. Mais je reconnais, c'est très bien, mais je trouve plus ennuyeux, moins bien vieilli au niveau des scènes d'action, je sais pas. Enfin, c'est, comme je dis, hein, c'est coupable, mais j'admets que c'est un film de merde. Mais on peut aimer des films de merde, des fois. Des fois, il y a des gens de merde qu'on aime bien. Il y a des films de merde qu'on aime bien. Mais je lui pardonne pas, je le pardonne un peu plus maintenant que je sais qu'il va y avoir un 4ème. Mais avant, quand j'avais le doute qu'il y a un 4ème, des fois je lui en voulais parce que je lui dis on peut pas finir sur cette daube, c'est pas possible. Je veux bien qu'il y a des côtés fun, mais c'est parti de si loin dans la grandeur, tu peux pas finir là-dessus. Sur un truc tout pourri avec des mecs, les aventures de déboucheurs de chiottes sur X la Sorna qui veulent sauver là. Ah mais voilà quoi. C'est ça, en plus. Il y a d'autres films, il y a d'autres sagas qui se sont terminés mal, notamment je pense à Robocop. Ah oui. Ouais, Quoique, encore que le troisième est mieux que le 2, hein, je crois, de souvenir quand même. Tu trouves? Ouais, je crois, ouais. Le 2, enfin, moi, après, quand j'étais gamin, il me faisait un peu flipper, le 2, je trouvais dégueulasse, c'est un peu gore quand même. Oui, ça c'est vrai. C'est plus galant les 3, mais. Mais c'est moindre, il y a quand même moins un fossé qu'avec Jurassic Park, parce que Jurassic Park c'était vraiment de la qualité. Robocop, c'est déjà un style particulier, on va dire déjà. Faut aimer le style Verhoeven et tout ça. Jurassic Park, c'était un chef-d'œuvre, entre guillemets, populaire, qui est accessible à tout le monde. Voilà, c'est une belle fable, quoi. Là, finir sur un Jurassic Park 3 moisi comme ça. Enfin, moi, on a l'impression que je me contredis. J'admets qu'il est pourri, mais je dis que j'ai moins de mal à le regarder 10 000 fois de suite, on va dire. Voilà, c'était juste. Personnellement. Parce que les scènes d'action font que ça passe bien, en fait. Voilà, c'est un truc bête, faut pas réfléchir. C'est clair. Ouais. Ah bah, il y a rien à réfléchir là-dessus. Hein. Et puis les décors pas méditer les dialogues. Les décors sont très beaux. Ah non, j'aime pas les décors. T'aimes pas les décors? Non, je suis très content qu'il retombe sur Kauai pour le 4 et qu'on ait enfin les vrais décors du vrai Jurassic Park qui me tient à cœur. Parce que la forêt pourrie, comme il dit le mot d'ailleurs, moi je voulais une forêt primordiale à la King Kong, pourrie et tout, il dit ça dans le making of. Ouais bah sa forêt pourrie, je la trouve vraiment pourrie pour de vrai, justement pour le coup. C'est que les vieilles lianes dégueulasses et tout ça, je trouve ça moche. J'aime pas du tout. Non mais je veux dire les décors... moi c'est la jungle. Ah, le bâtiment, bon, c'est des bâtiments délabrés, écoute. Oui, mais j'aime bien, je trouve ça beau. Ah, bah écoute, va vivre dans un bidonville, hein, écoute. Ouais, c'est l'humour dans le 3 qui... l'humour, entre guillemets, qu'ils ont mis pour le 3.
Parce que dans les deux premiers, t'avais Ian Malcolm et son sarcasme ironique, qui faisait qu'on riait, même si c'était pas forcément drôle, mais toutes les plaisanteries qu'ils ont voulu mettre, avec les dialogues à peine travaillés, qui a cassé l'ambiance qui était censée être là. Comme, vous voulez dire qu'il y a deux îles avec des dinosaures là-dessus. Vous, la ferme, ou le tricycloplot, qui c'était drôle sur le coup, mais... Ouais, voilà. T'es-tu vraiment d'humeur à blaguer quand t'es là-dessus? C'est clair. Ton enfant, il est là depuis 2 mois, puis qu'à l'autre, aucune chance de le retrouver vivant, là. Mais c'est clair. Vécu, là. Versus 3 hommes armés, qui sait se servir de leur arme. Ça ne dure pas 15 minutes. Il connaît les dinosaures, ça l'a sauvé, peut-être. Elle est assez drôle, la scène de l'avion, elle est assez drôle quand même. Je sais pas si c'est pas volontairement comique, enfin un peu quand même. Le coup de Nash et Cooper, ils partent, mais genre c'est 30 secondes. Hein, tu les vois courir dans la forêt, ils reviennent en 2-2. faut se tirer tout de suite. Ouais, en sueur, en sang et puis d'armes. Mais c'est pas quelle autre saga qui était déclarée trop dark, trop sombre, qui ont le film d'après, ils ont coupé ça avec trop d'humour, que ça gâchait tout. Ouais, voilà. Je sais plus c'est lequel, mais ça m'a fait penser à ça. On dirait que pourtant le 2 était peut-être plus violent que le premier. Peut-être je sais pas, moi je ne trouve pas justement. Moi je ne trouve pas. C'est pas la même noirceur que le premier. Le 2, est plus sombre dans son traitement. Ouais. Mais est-ce qu'il fait moins peur que le 1? Je suis pas sûr. Il y a par exemple, les Raptors font moins peur dans le 2 que dans le 1. Ça, il y a pas photo, je trouve. Les Raptors, comme ils sont amenés par l'histoire du début, on te le montre avec la scène d'exposition. Grande qu'en parle. Ouais, mais même ils ont un rôle moins important. Et curieusement, dans le premier, quand même, tout est fait pour t'amener les Raptors, en fait. Et c'est vachement bien construit, hein, je trouve, avec la scène d'intro, Grande qu'en parle avec le gamin, avec le fossile et tout ça, la griffe. Ouais. Plus la vache, la scène avec l'œuf, l'éclosion. Il fait, vous avez créé des Raptors, vous êtes des fous. C'est le coup classique du monstre que tu montres petit à petit, et que tu dévoiles pas avant la fin. Ils sont terrorisants, moi, ils me faisaient peur quand j'étais gamin. Oh là là. C'est vrai, dans le 2, il en parle juste à la fin. Puis, oui, les hautes herbes, et puis dans le village, abandonné. Oui. On les attend, mais c'est vrai que c'est moins... Le 2, c'est plus du sombre brutal, moi je trouve, du sombre action bourrine un peu avec les T-Rex qui cassent tout, mais c'est moins, je trouve pas pas effrayant moi le 2. Le 1 beaucoup plus. Et curieusement dans le 3, la violence est plus frontale quand il y en a. Ça veut dire il y a du sang. Carrément. Plus frontale dans le sens où par exemple on voit le Spinosaure bien prendre la jambe de Nash, ou un Vélociraptor briser la nuque, bien filmé, de l'idesquive, vraiment. Ça, c'est des choses qu'on voyait pas vraiment dans les autres. C'était caché par des feuilles ou ce genre de choses. C'est un peu la patte Spielberg aussi pour le fait de montrer de la violence atténuée. Il fait souvent ça. Il te montre des actes violents, mais fait d'une manière que ça passe. C'est un peu sa patte, ça. Ouais, quand un mec se fait bouffer, c'est toujours caché, que ce soit Muldoon derrière les herbes ou le T-Rex à San Diego. À un moment, quand David Cup se fait choper, le T-Rex le bouffe, mais derrière une voiture, tu vois rien. Ouais. Dans Park 3, c'est pas ça. Ouais. Sauf un contre-exemple, quand le T-Rex dans le 2, pour Eddie. Eddie, c'est le seul qu'on voit se faire avaler par un dinosaure. C'est toute la saga, je crois. C'est la pire mort de la saga, je trouve. Il y a aussi quand le T-Rex écrase un chasseur là. Ouais. On le connaît pas. Voilà, on s'en fout, c'est vrai. mais je veux dire, là, la mort d'Eddie, c'est la plus traumatisante, je pense, pour le spectateur. Ah oui, il est cool, quoi. Il essaie de sauver ses potes. Je t'avoue qu'à 10 ans, dans la salle de ciné pour Le Monde Perdu, quand j'ai vu la scène que comme Spielberg l'appelle, il appelle la scène Faites un vœu quand il le déchire en deux, j'étais choqué. Hein. J'ai fait c'est dégueulasse quand même. Ouais, j'ai 3 petites choses à dire. Anecdote familiale, j'ai été voir le premier et le deuxième avec mon frère. Et à chaque fois, dans le premier, c'est Gennaro, en se cachant aux toilettes, se fait manger. Mon frère, le voyant aller aux toilettes, dit « Ah oui, j'ai envie », il décide de partir aller aux toilettes. Et quand il revient, Gennaro est déjà plus là, et j'ai dit qu'il s'est fait bouffer aux toilettes. Il était un peu traumatisé. Et le 2, quand Dieter, il dit « Ah, surveille-moi, je m'en vais tirer une pisse », il dit « Ah ouais, j'ai envie moi aussi », il se lève et il s'en va aux toilettes. Et il revient, Dieter est mort. Fait que j'y explique encore qu'en allant pisser, s'est fait bouffer par les tueurs. Et il dit « Bon, moi, je vais plus aux toilettes jamais pendant un film. » Bon, ben... C'est quand même curieux d'aller aux toilettes lors de certains moments clés du film, là, ce qui fait noir, ce qu'il y a des dinosaures. Avec les épousseteurs, je comprends, ça avance pas à ça forcément, mais pour le premier, le dinosaure, il s'évade, on sait qu'il y a plus d'électricité, il semble s'évader, et lui, il a l'idée d'aller aux toilettes. Je sais pas, voir quelqu'un aux toilettes,
ça déclenche à DC ou je sais pas quoi. J'ai pas parlé de ça avec lui. Surtout qu'au moment où il mange Gennaro, il est en train de défoncer la voiture et tout, donc il y a bien de l'action à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'était plus bizarre. Aussi, on en a pas parlé, mais les Raptors de Jurassic Park 3, je sais pas si vous les aimiez, mais moi, pas du tout. Non, j'ai détesté. Il y a une limite à l'intelligence et à l'évolution d'un cerveau d'un dinosaure en 4 ans. Moi, je l'ai pas pris. J'ai un ami que lui, il a louangé ça. Il dit, ah oui, je suis sûr qu'ils sont vraiment comme ça. Ils peuvent se parler par télépathie. Puis ils laisseraient en vie les humains parce qu'ils redonnent les... Non. Ah, puis là, on en a pas parlé, mais la caisse de résonance aussi. Je les trouve laids, premièrement. Sont beaucoup trop différents de ce qu'on connaît. Avec les fiches de plumes sur la tête. Ça me dérange pas. J'ai essayé de défendre le forum que, bon, tu sais, il y a eu plusieurs manipulations génétiques pour les dinosaures, comme décrit dans les livres. Ça se peut qu'à ce coin-là de l'île ait évolué comme ça, parce qu'ils ont essayé une méthode A et qu'on connaît une méthode B pour les 2 autres films d'avant. J'ai bien défendu ça, mais j'ai pas aimé ça. C'était trop. Le vrai point négatif. Parce que là, c'est les limites à vouloir faire ça gentil. Là, il piège les autres pour finir par casser le cou à Udlerski. Mais il veut kidnapper nos 2 enfants, il n'y a pas de problème. Tu sais, on va être quitte si vous nous les rendez parce que t'as soufflé d'un bout de bois. Ça fait trop. Tu sais, je sais qu'au départ, c'était prévu une attaque de ptérodactyle pendant cette fin-là. Il aurait pu la garder, ça, puis les autres se sauvent pendant ce temps-là. J'aurais mieux digéré que, oh non, on attend l'hélicoptère, on s'en va, puis approche. Ça finit mal. Et la fin est un peu précipitée. Oui, exactement. C'est trop garoché. Dire, oui, c'est vrai, on avait évoqué ça, faut que ça finisse d'une certaine manière. Ils peuvent pas ramener les œufs sur le continent, ça se fait pas. C'est méchant, ou j'ai étudié le cinéma et c'est typiquement catholique américain le concept. Oui. C'est un peu trop là. C'était pas assez subtil. Il y a aussi ça dans le premier d'ailleurs l'analyse scénaristique du premier scénario est sur le forum, copié de mon professeur de l'époque. Et ça se tient quand même. Ça reste un bon film tout de même. Puis oui que Mulder meurt. Alors qu'il meurt pas dans le livre, pour laisser la place à un seul héros qui est Grant, ok, ça va, ça me dérange pas. C'est surtout que s'il y en avait un de plus qui survivait, il n'y avait pas assez de place dans l'hélico pour repartir. Ah, voilà, d'ailleurs, Malcolm était pas censé survivre. Le personnage est tellement populaire qu'il va laisser en vie pour qu'il revienne. Parce que, bref, j'ai pas tout ça pour dire que j'ai pas aimé le Raptor, puis la fin précipitée, on règle ça, happy ending, malgré ce qu'ils ont vécu. Non, ça va, c'est dégoûtant, moi, je sais pas. Bah ouais, moi je peux faire un bilan global vraiment de tout le film, ce qui va pas. Alors déjà le début, la scène d'intro, moi je la trouve ridicule avec cette histoire de parachute, c'est mal fait, c'est mal filmé, ça fait série B. Je sais qu'il y a eu des discussions sur le forum, moi j'étais un peu d'accord avec Greg avec le truc zone interdite, là le gros machin tout moche avec le titre, je trouve ça kitsch, j'aime pas du tout. Non, moi au contraire, ça me dérange pas plus que ça. Ah, moi je l'ai déjà parlé, je sais. Mais... réussi, moi. C'était pour annoncer un nouveau dinosaure sous-marin qui apparaît pas finalement. Bon, à la limite, ça c'est bien fait quand on voit la corde qui passe du bateau qui passe dans le brouillard et donc le bateau qui se fait attaquer puis la corde qui se met à bouger. Ouais, il y a des idées, mais il y a un truc qui manque. C'est à tatillon quoi. Il y a des effets plus ou moins bizarres avec le parachute qui passe derrière la montagne. C'est mal fait, ça se voit que c'est une incrustation. Enfin. Oui, ça juste à la fin, oui. Mais apparemment, j'avais lu un jour que le brouillard a été mis parce qu'il n'y avait pas assez de budget pour filmer la vraie attaque. Je suis pas sûr qu'ils auraient montré un dinosaure en scène d'intro. C'est un peu rapide. Peut-être une attaque furtive, mais que le brouillard était là pour cacher totalement la débauche entre guillemets d'effets spéciaux qu'il y aurait dû avoir dans cette scène. Ouais, mais s'ils montrent un dinosaure marin dans l'intro comme ça, ils pouvaient pas après ne plus en reparler du tout, quoi. Tout à fait, mais il y a des hypothèses comme quoi c'était un spinosaure. Ah oui, comme après dans la rivière quand il nage sous l'eau. Ouais. Voilà, okay. Tout à fait, ouais. Mais c'est pas possible, enfin, d'un point de vue scientifique, ils ont dû se rendre compte, c'est pas possible, il peut pas nager dans l'océan. Tout à fait, ou alors, autre solution, ce qui expliquerait les dégâts occasionnés sur le petit bateau, ce serait des reptiles volants. Bah mais ils étaient pas sortis de la volière. Problème, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Ceux du 2, parce que dans le monde perdu, on en voit. Ouais, mais il faut faire comme s'ils étaient pas là.
Ouais. Bah, on voit que c'est pas les mêmes, entre guillemets, espèces, donc on peut imaginer que c'est pas les mêmes reptiles volants. Je parle de Ben Hildebrand, le beau-père d'Eric qui reste coincé dans l'arbre, sans qu'on comprenne pourquoi Eric n'a pas porté assistance ou quoi que ce soit. J'ai lu aussi à l'époque qu'il était censé avoir descendu et être avec Eric pendant 8 semaines et qu'en retrouvant le groupe à peu près sur le lieu du crash, il serait fait dévorer par un dilophosaure. C'est ce que j'avais lu. Mais probablement par manque de temps, manque de budget, ils ont fait bon, ils vont mourir dans puis stop avec une batterie qui ne fit pas du tout, puis on va le faire fonctionner quand même. Pour nous expliquer comment ça s'est passé, mais oui, c'est vrai que c'est encore un artifice pour ne pas montrer ce qui s'est passé. Ouais. En plus du brouillard, ils nous font le coup de la caméra. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ouais. Après, dans tout ce qui est l'exposition, c'est encore pire parce que là, pour le coup, c'est du copier-coller du premier. Après cette scène d'intro dont je viens de parler, c'est toutes les scènes amenées pour faire débuter l'intrigue. Donc avec Grant dans le Montana qu'on va chercher pour encore soudoyer avec un chèque. Après, ça, c'est du copier-coller du premier. C'est dans l'esprit du personnage, Oui, non, mais au bout d'une fois, on te fait le coup une fois, au bout d'un moment, t'es pas trop con. Je sais pas quoi. Mais il était pas censé atterrir sur l'île. Oui, mais bon. Il était pas censé non plus, je sais pas, aller dans une île à dinosaures et manquer de se faire bouffer dans le premier non plus, quoi. Donc. Puis je suis assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure au niveau du personnage de Grant. Au début du troisième, toute la progression qu'il a eue dans le premier film est oubliée et il redevient un vieux con célibataire, bourru, qui va devoir se retrouver à aller sauver des enfants alors qu'il en a rien à foutre. Oui. Et toute la progression du premier film qu'il avait amené plus ou moins à accepter le fait à accepter les enfants et tout ça c'est oublié quoi. Non, pour moi, il accepte les enfants puisque on voit qu'il est plus conciliant avec le fils d'Ellie. Ouais. Il joue avec lui par exemple. Ouais, mais dans ce cas-là, la progression du premier pour l'amener à accepter les enfants, à terme, c'était ce qu'Ellie voulait, donc ils auraient dû rester ensemble. Il est pas très délicat, hein. Il est pas délicat parce que même Ellie, il est obligé de lui dire de se calmer. Il fait des trucs gore avec les dinosaures en train de se bouffer et tout. Ça m'a choqué, ça, quand j'ai lu, une copie de scénario avait été propagée sur le net avant la sortie du film. Et j'ai lu les premières pages avant qu'il le retire et apprendre qu'ils étaient plus ensemble, j'étais choqué. J'ai appelé mon ami puis j'ai montré mon insatisfaction face à ça. Il comprenait pas de quoi je parlais. Ouais, pour moi, ça va à l'encontre, ça aussi, de la progression du personnage dans le premier film, quoi. Le fait qu'il soit plus avec Ellie. Il finit par aimer les enfants, donc logiquement, il aurait dû en avoir avec Ellie. Bah oui, voilà, clairement. Pourquoi ils sont plus ensemble? C'est juste pour faire moderne ou je sais pas quoi. Je sais pas comment c'est chez vous, mais ici, les couples qui restent ensemble sont extrêmement rares. Parce que je comprenais pas. Peut-être pour rapprocher plus au livre, qui fait qu'il n'ait jamais été un couple, j'ai aucune idée. Pour accentuer l'aspect dramatique, qu'on soit plus intéressé par le sort de Grant sur l'île, on le sente plus seul, peut-être. Que s'il disparaît sur l'île, au bout d'un moment, si c'était le mari d'Ellie, elle se serait inquiétée au bout d'un jour de sans nouvelles, elle aurait appelé, elle aurait fait quelque chose, alors que là, s'ils sont juste amis. Peut-être qu'elle serait venue aussi ou l'aurait empêché d'y aller. Enfin, toute cette exposition est très bizarre et nous fait passer vraiment Grant pour un sale con qui pense qu'au fric. Hein. Encore une fois, on lui fait un chèque, tu peux lui faire faire ce que tu veux avec un chèque. Voilà, c'est la moralité. Grant est comme ça. Pour le premier, c'est pas un coup de parole. Mais c'est vrai pour le 3, il aurait pu trouver une autre astuce. Après, quand on arrive à quand Grant accepte donc d'accompagner les Kirby pour ce qui pense être un safari photo aérien, en gros là. On a du copier-coller de la scène d'hélico du premier avec l'avion qui survole Isla Sorna avec la musique en grand pom 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 pom. Là, avec des effets spéciaux douteux, moi je trouve du survol de Sorna quand on voit les troupeaux de dinosaures, je trouve ça très limite. Enfin, c'est pas super bien fait. Après, les images de synthèse, c'est tous les dinos sont moches de toute façon, je trouve dans ce film. Ouais, j'aime pas non plus. Les couleurs sont bizarres. En effet. Donc là après on a le gros moment de tension. Le rêve. C'est oublié là. Le rêve. Ouais, donc à un moment donné, la pire scène du film. C'est Grant donc qui s'endort dans l'avion. Puis d'un coup, on le voit se réveiller. Il y a un raptor dans l'avion alors que l'avion est vide, il est tout seul et le raptor lui parle en gros. Il fait Alan. Ouais. Ça, c'est pas non plus censé amener une autre scène qui a jamais été tournée. Je vois pas ça. À part, je sais pas, Grant qui a pris du LSD avant de partir, mais je sais pas. Non, mais c'est censé amener une autre réflexion qui a jamais été montrée ou
Je sais pas, moi je l'ai pris comme si c'était il est encore traumatisé de sa première expérience, malgré qu'il retourne là-bas de son plein gré, mais... C'est ça, mais il y a des façons plus subtiles de le faire qu'un rêve, quoi. Les vieux clichés. Il dormait puis se faire réveiller quand il arrivait sur l'île, tout simplement. Ça l'a rien amené de plus, à part des questionnements dans genre comment est-ce qu'il peut voir un raptor comme ça, vu qu'ils les a jamais vus encore. Oui, bah en fait il a été filmé dans un angle et avec des lumières qui ressemblent un peu au design des Vélociraptors du premier. Ça a été voulu, c'était confirmé d'ailleurs. D'accord. L'angle fait qu'on voit pas trop, il a une tête qui ressemble au dinosaure du 1. Ensuite, après cette scène ridicule, je pense que voilà, il n'y a pas d'autre mot. On a donc le gros moment de tension où on découvre en fait que c'est pas du tout un safari photo qui est prévu et qu'ils veulent juste se poser sur l'île pour aller récupérer leur gosse. Et là, il y a le moment de tension, donc Grant qui fait mais non, on peut pas atterrir sur cette île. Il commence à péter son câble et se fait assommer. Bon, la scène, moi c'est rigolo. Enfin, c'est marrant. Non, de toute façon, ça, on le sait déjà avant de voir le film, parce qu'on l'a vu pendant les. De toute façon, déjà, à ce stade du film, tu vois à peu près l'ambiance dans laquelle le film va se dérouler, tu te dis, ok, bon, bah maintenant, limite, tu vois chaque scène, tu la vois rigolote, parce que y a plus que ça à faire, quoi. Donc, ouais, quand il se pose, bah là, c'est là qu'on a le moment de bravoure intellectuelle de Kirby, là, avec son mégaphone, là. Alors ça aussi c'est ridicule, c'est lourdingue. Je la trouve vraiment lourdingue cette scène. En fait c'est Amanda qui appelle son fils Eric comme une déjantée là sur une île pleine de gros dinosaures. C'est très intelligent à faire, c'est vrai. C'est simplement fait. Il n'aurait pas pu attendre l'avion de toute façon, peu importe où ce qui était. De toute façon ici le cliché est volontaire, c'est le contraste entre la fille urbaine et monde qui se retrouve dans un environnement de jungle avec sans repère, elle n'a pas de repère, donc le cliché est voulu. Après, c'est mal fait. Oui. C'est mal fait. Enfin, on a frappé, quoi, plus qu'autre chose. J'avais écrit une critique dans le but d'en faire une vidéo. J'ai commencé à tourner, mais je sais plus pourquoi j'ai arrêté. Puis, en tout cas, bref. 8 semaines. Je trouve trop vraiment long. Et d'après ce que j'ai pu voir, ils n'ont pas eu de plan à part faire croire qu'ils étaient riches. Ils essaient de survoler l'île un peu, mais je pense pas qu'ils aient vraiment survolé l'île. Ils ont atterri, ils disent, on va aller fouiller d'un point X, quelque chose qu'on connaît rien, mais en 8 semaines, qu'est-ce qu'ils ont fait? Essayer de convaincre le gouvernement américain de les aider, ce qui a pas marché. Je comprends pas comment ils expliquent les 8 semaines entre il disparaît, puis on s'en va sur l'île. Normalement, si c'est des parents dignes, ils s'attendent pas à 8 semaines pour monter un plan comme ça. Ben non, 2 semaines à la limite, 4 je vais digérer encore, mais 8... C'est peut-être le délai pour l'expédition, tout simplement. Engager Yudeski et compagnie. Ouais, mais il aurait dû, avant de savoir que le chèque était en bois, ça aurait dû être fait la veille, genre, je vous paye aujourd'hui, puis on part demain. S'il aurait entendu 2 semaines avant d'encaisser, ce qu'une compagnie ne fait jamais ou très rarement, à moins qu'il y ait une date sur le chèque, encore là, pour ramener quoi, l'aspect encore plus dramatique, ou l'évolution de Eric 2 mois seul sur une île perdue, qui est mal montré si c'est ça qu'il voulait. Enfin, j'ai lu la version, comment il appelle, j'ai oublié le terme, mais ils font un livre d'un film, là, après la sortie du film. Ah, la novélisation, oui. Oui, voilà, merci. Oui, je l'ai lu. Il explique dedans qu'il est un peu plus sauvage, qu'il est un peu plus renfermé, puis qu'il oublie au début de proposer du chocolat Dieu sait combien de temps c'est là à Grant. Oui. Il a oublié les réflexes de civilisation. Le partage, c'est ça qui est dit. Il l'avait oublié en 8 semaines, mais c'est pas apporté. Chocolat qui est là depuis 8 ans, 6 ans, je sais pas trop combien de temps que c'est. Bon, quand t'as rien, t'en profites, t'espères pas être malade, mais des idées à apporter. T'as vu qu'ils avaient pas beaucoup de matière, ils auraient pu insister là-dessus, ouais. Sur le côté un peu drame humain du Robinson. Quoi. Parce que ils voulaient vraiment 1h30 puis pas pour dépasser le 90 minutes de film, qui ont pas montré ça. Y a-tu des scènes effacées qui montraient? Y a-tu de quoi qui ont tourné qui ont pas monté, qui ont pas ça, j'ai pas vu j'ai rien vu là-dessus, là. Parce qu'au final, après toute cette scène d'exposition dont on vient de parler, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a globalement? On a des scènes d'action qui s'enchaînent à la suite, comme ça, sans réelle histoire, hein. C'est d'un coup, hop, Spinosaur qui attaque l'avion, Spinosaur contre le T-Rex. Scène d'ailleurs qui est pas si dantesque que ça. Je pense que personne n'a été ébloui par le combat Spinosaur contre le T-Rex, hein. C'est rapide, ouais, c'est pas transcendant non plus. L'arrivée des Raptors par la suite dans le labo,
Il y a le côté aussi encore Amanda complètement blonde, parce que franchement, pour pas cogiter que le vélociraptor derrière le bocal c'est un vrai et que c'est pas un dinosaure dans du formol, faut quand même être assez sacrément pas finot quoi. Et la scène du troupeau, elle fait quand même beaucoup écho au Gallimimus, hein, je trouve, quand ils essaient d'échapper au raptor. Ouais. Les dinos, pour le coup, dans cette scène, ils sont assez jolis. Là, j'aime bien, je trouve sympa. C'est peut-être la seule scène où esthétiquement ça me convient. Tout ce qui est à table des raptors, c'est quand même surfait. On dirait vraiment des... Autant dans le premier, on dirait des psychopathes pervers qui font peur, mais là, ça fait, je sais pas, c'est plus que des pervers. Hein, c'est. Bah à la limite là pour moi ça passe le piège d'utiliser Udesky comme appât. C'est encore c'est acceptable pour illustrer l'intelligence des raptors. Des animaux en réalité font également, ils peuvent tendre des pièges à d'autres animaux, non? C'est peut-être. Il semble. Pas un expert de la faune, je pourrais pas répondre. Moi, mon chat, il me tend des pièges des fois, mais je sais pas si ça compte. Mais non, moi, le gros problème que je reproche aux Velociraptors, c'est leur façon de communiquer. Là, c'est trop grossier, c'est vrai. Oui. Puis le coup de la caisse de résonance, c'est gros aussi. Hein. Voilà, quoi. Je peux te faire un moulage de crâne humain, c'est pas en soufflant dans les cavités nasales ou dans le larynx que je vais te faire une voix humaine. Donc c'est quand même un peu... On dirait qu'il dit quelque chose de cohérent dans leur langage, comme si... Oui. Je pensais aux Chinois. J'ai déjà vu des oiseaux, des mères oiseaux, attirer l'attention pour que je m'éloigne de son nid, que je savais pas devant moi, que j'aurais pu écraser. Ça, ok, je peux comprendre que les animaux ont une certaine intelligence, les oiseaux aussi, mais de là amener un gros piège de même d'une espèce qu'ils ont probablement jamais vue, ou très peu. T'sais, les raptors disent, des hommes, c'est correct, on sait c'est quoi, on va dealer avec ça, au lieu de demander c'est quoi ça, comme j'ai oublié son nom, le gars dans le 2 il dit pourquoi ils ont pas peur de nous, parce qu'ils ont jamais vu d'humains avant nous autres sur l'île. Oui, c'est vrai ça. Et là il dit c'est pas grave, c'est des humains, ben oui encore. T'sais. C'est vrai que oui, les raptors tendent le piège en sachant que les humains vont s'inquiéter du Udesky, alors que si c'était des animaux normaux, ils s'en foutraient quoi. Casse le coup en disant c'est sûrement ça son point faible. Ben oui, ça a donné... Ou alors c'est une vieille meute qui a déjà oui, voilà, ce que j'allais l'attaque humaine. Ce sont l'équipe qui vivait sur Sorna au moment de l'existence encore du parc. Ouais, tout à fait. Bref, c'est vite amené et c'est vite réglé. Comme si elle fait on a fait cette scène-là, coche, passe à l'autre, on rentre ça dans 1h30, puis et voilà. Encore, la scène avec Udesky est pas mal faite, le coup du petit coup de griffe, c'est pas mal. C'est une des seules fois en plus dans le film où on voit vraiment l'application de l'utilisation de cette l'arme qui est la griffe du raptor. Ouais. D'habitude on voit pas quoi. Dans le premier, il s'en sert pour communiquer dans la cuisine. Oui, voilà, ouais. Mais on voit jamais de lacération. Enfin, c'est pas non plus le but de Jurassic Park de faire un truc de sadique, mais bon. Il nous en parle dans la première scène. Ouais. Il n'arrête pas d'insister en disant que ça te lacère dans tous les sens, et puis finalement on voit jamais. Donc pour une fois, ça reflète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans le 3, la violence est plus frontale, on voit plus les choses. Bah pareil, même pour la scène des ptérodactyles, des ptéranodons, pardon. Il y a quand même, c'est brutal, hein. Moins flagrant quand même. En flagrant, ouais, je pense. Bah, je sais pas. Bah, après, le problème, c'est que Billy survit. Ouais, il y a Billy qui prend des coups de bec. Il prend des coups de bec sévères, ouais. Ouais, mais de loin. Oui. Ben, je me dis que leur but de ces dinosaures-là, c'était plus d'éloigner les intrus de la volière. C'est plus comme ça que je le voyais. Pour le coup, ils sont moins psycho. Ouais. Eric, mais c'était le plus petit, le plus petit de la gang. Fait que c'était pour ça qu'ils ont visé lui comme nourriture, mais les autres, j'ai l'impression que c'était plus pour les éloigner. Ils ont peut-être le comportement le plus normal de tous les carnivores qu'on peut voir dans le film. Parce que les autres, c'est tous des malades. Le Spino, il poursuit les gens. Donc, pour revenir donc à l'histoire des spinosaures, on va reprendre depuis le début. Il existe une hypothèse qui fait référence à ce qu'on a dit tout à l'heure, avec l'équipe des LM qui travaillait sur la famille, un couple. Donc, il existe une hypothèse comme quoi donc Nash et Cooper s'en vont dans la forêt essayer leurs armes. Donc ils voient les spinosaures, donc ils tirent dessus. Du coup, ça les fait gueuler. Donc ils reviennent vers l'avion, ils démarrent l'avion. Cooper se fait happer par un spinosaure. Il est heurté par l'avion. Le spinosaure meurt sur le coup. Donc un autre spinosaure, donc qui apparemment est le mâle ou la femelle, peu importe, en voyant ça, et veut se venger des humains par rapport à la mort de son compagnon, entre guillemets. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle il va poursuivre tout le long du film les humains, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? De la merde. C'est le scénario des Dents de la Mer 4.
de la vengeance, là, avec le requin qui traverse l'océan Atlantique ou Pacifique, je sais plus, pour poursuivre la femme de Brody, pour se venger du fait que la famille, elle a passé son temps à tuer ses frères requins. Oui, c'est complètement absurde. Non. Dans le 2, on a faut qu'ils arrêtent ce genre d'histoire. Non, mais dans le 2, on a aussi un peu ça avec les T-Rex. Oui, non, mais c'est différent. C'est un bébé dinosaure déjà, et il n'y a pas vraiment d'instinct de vengeance. C'est de la protection plus que de la vengeance. C'est de la protection. Il n'est pas mort, le bébé. Sauf que ils sont la zone territoriale du Spinosaure, apparemment. Il est possible aussi qu'ils ont tiré sur le petit Spinosaure qui devait y avoir à la base. Oui, mais enfin de là à ce qui persécute les gens sur l'île entière, c'est quand même. Alors c'est sûr que ça fait un peu gros. Oui, c'est très gros. Non, moi ça tient pas debout pour moi, mais bon. Après, on peut se rassurer comme on veut pour trouver des solutions au film, hein, mais pour moi j'ai préféré ça que se dire il y avait qu'un seul Spinosaure qui a survécu à un impact avec un avion. Donc, le dinosaure, c'est super Spinosaure. Et il est tout seul à poursuivre les gens, quoi. Avec un téléphone dans son corps. Ben, il voit les humains comme son nouveau jouet, il décide de jouer avec longtemps. Ah oui, avec la scène du téléphone. C'est possible, oui, qu'il ait la réaction comme un chat, par exemple. Un chat, il aime bien jouer avec une souris ou avec une boule en plastique, j'en sais rien. Non, mais là, c'est... Enfin, oui. Donc là, il y a des choses qu'il a jamais vues. Il a envie de jouer. Ouais, c'est possible, ouais, pourquoi pas. Ouais, en version, c'est quand même très perverse. Hein. J'aime bien le titre Jurassic Park 3 de Vengeance. Classique, série B, mais... Ah oui, c'est très série B, oui. Ouais, la vengeance. Il y a beaucoup d'éléments série B. Des fois, on se demande si c'est pas assumé, comme le téléphone. Est-ce qu'ils étaient vraiment sérieux avec cette histoire du Spinosaure qui a mangé Nash au début, qui portait le téléphone par satellite sur lui, et après, pendant le film, on le reconnaît au fait que le téléphone sonne dans son ventre, donc du coup, ça veut dire que le Spinosaure arrive. En fait, ça remplace un peu les bruits de pas et ondulations aussi. Ouais, il y a, c'est vrai, le crocodile de Peter Pan, ça fait référence, mais aussi ça remplace carrément le boom boom, tu sais, qui faisait les vibrations dans les verres d'eau ou dans les flaques d'eau. Il n'y a plus ça dans le 3 d'ailleurs. C'est une dimension humoristique qu'ils ont pu l'installer. Et puis ça annonce sa venue aussi. Parce que après, quand on le entend, on se dit, oulala, il y a le Spinosaure qui va être là. En fait, non, c'est sa merde. Après ça, c'est très drôle, ça aussi. Mais il dit, il reste juste assez de batterie pour un appel. Il appelle Ellie, mais c'est son fils qui répond. Et bon, le téléphone a subitement raccroché, puis elle le rappelle, mais la batterie est finalement assez longue pour 2 appels. Je sais pas pour vous, mais moi, si je laisse sonner mon portable longtemps, la batterie se vide plus vite que s'il y a rien. Bon, c'est une astuce encore que Site B, la rivière, bon, ok, j'aurais peut-être compris moi aussi. Hein, mais... Déjà, pourquoi il dit Site B? Je sais pas pourquoi il aurait pu dire Sorna, elle aurait compris plus que Site B. Je sais pas si c'est un mot qu'ils ont beaucoup employé, hein. Site B, c'était plus pour InGen qui connaissait l'île sous ce nom-là, mais... Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'il y a un abus de langage sur le site B dans le 3. Peut-être dans la conférence aussi, il parle du site B, alors qu'en final, je sais pas pourquoi. Il faudrait déjà avoir conscience qu'il y a vraiment eu un site A, alors que c'est un peu ambigu sur ce sujet entre Sorna et Nublar. Apparemment, les gens n'ont pas l'air d'être trop au courant. Donc parler d'un site B, ça implique un site A qui est connu de tout le monde. Il y a sûrement eu des articles dans le journal après l'incident de San Diego. Oui, non, mais visiblement, alors Paul et Amanda Kirby sont vraiment plus que teubés, parce que ils ont dû se renseigner quand même pour aller sur une île pour sauver leur gosse, ils étaient même pas au courant qu'il y avait une deuxième île. Bizarre, parce qu'à un moment donné dans le film. Qui est pas au courant. Non, mais Kirby aussi. Non, mais même Kirby. Vous avez déjà été sur l'île. Non, j'étais sur l'autre île. Mais c'est Kirby là qui est tombé. Non, c'est Kirby qui savait pas, parce que Kirby il dit... Non, oui, bah oui, Kirby et Amanda ils disent oui, mais vous avez déjà été sur l'île, il fallait quelqu'un comme vous qui a déjà vu les animaux en vrai. Ouais, et puis après Yudeski dit vous voulez dire qu'il y a 2 îles avec des dinosaures. Ouais, donc c'est vrai, les deux ne savent pas. Ouais, c'est-à-dire que la situation est pas très claire à ce niveau-là. Les Kirby, c'est pas un homme intelligent, qui lisent peut-être pas les journaux. Hein. Oui, non, mais quand tu veux aller sauver ton gamin qui est tombé sur l'île en question, tu te renseignes un minimum, tu vois. On peut pas dire qu'on manquait de temps pour le faire. 8 semaines, je le rappelle. Ça fait que 8 semaines. Ouais, ça... Pour ramener une autre touche humoristique qui aurait pas dû être là. À défaut d'avoir un personnage ironique, je sais pas, comme c'était bien apporté avec Malcolm, là. Il y a aucun moment qui m'a dérangé, sauf peut-être la phase de gymnastique dans le monde perdu. Mais sinon, le personnage était là pour ça, autant dans le livre que dans le film. Florent n'a pas aimé non plus. Je crois qu'on commence à se répéter. Là. On est tous d'accord là-dessus. On n'aime pas ce film-là à tel point qu'on peut en parler des heures et des heures. Une scène du lac qui, artistiquement, plus ou moins, pas trop mal faite. On va dire la dernière scène avec le Spinosaure sur l'attaque du bateau.
Pour l'attaque du bateau. Moi, je dirais, elle est bien faite. Ouais, elle est bien faite. La fin, scène de la volière est la meilleure du film. Le film de la volière. Oui, c'est une bonne scène d'action, c'est vrai. La meilleure du film. Après, enfin, moi, personnellement, j'ai quand même eu du plaisir à regarder ce film. Alors, de moins en moins, c'est vrai. Mais quand je l'ai vu, c'était... j'avais 14 ans, bien sûr, mais j'avais adoré le film. C'est en le revoyant la deuxième fois que je m'ai compris que seulement il y a quelque chose qui clochait. De là à dire que c'est un AV intégral, comme vous êtes en train de le dire, ça, je dis non. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui aussi. Non, moi, non. Tu sais, la question. Il y a pire que Jurassic Park 3, je suis désolé. Oui, mais pour un Jurassic Park, c'est mauvais. Je veux dire, quand t'es parti de tomber là... Même pour un film tout court, c'est mauvais. Non, regarde les Anacondas, par exemple, dans ce genre de film, t'as des... Mais c'est pas parce qu'il y a pire que celui-là est pas mauvais. Regardez les Dents de la Mer. Ouais. Oui, il est dans la mer. Les requins en avalanche ou les requins dans une tornade. Mais là, c'est assumé. Sharknado, ouais. Jurassic Park 3 mieux ou plus nul que Sharknado? Le débat. Ouais, mais Sharknado et tous les trucs Asylum, là, c'est assumé. Ouais. Ils savent qu'ils font n'importe quoi. Alors que Jurassic Park, ils faisaient un vrai film à la base. Ils essayaient de faire un vrai film, visiblement. C'était parti d'une bonne intention, mais manque de... Ouais, mais comme ils disent dans le film, les pires choses imaginables ont souvent été faites avec les meilleures intentions. Ça s'applique au film, je pense. On peut pas... On était attirés par la peau du gain. Ça c'est clair et net, oui. Mais Universal aurait dû aussi apprendre des erreurs des Dents de la Mer, parce que quelque part c'est un peu le fils spirituel des Dents de la Mer, c'est un peu la saga Jurassic Park quand même. Et vu les erreurs qu'il y a eu très sévères sur cette saga précédente, ils partaient pas de rien dans le n'importe quoi. Ouais. Le 2 n'était pas si mauvais que ça. On dit, bon, non, le 2 ça passe, le 3 c'est... Ouais. Je préfère pas en parler, et le 4 je préfère pas en parler non plus. Et je sais que Spielberg a été traumatisé de ce qu'on a fait des Dents de la Mer, donc même lui il aurait dû plus protéger Jurassic Park. Il le dit, je ne laisserai jamais faire à Universal ce qu'ils ont fait aux Dents de la Mer sur Jurassic Park. C'est assumé et dit, donc il l'a quand même... Ouais, on sait se rachat avec Jurassic World, on se voit dans un an. Et j'espère qu'on peut plus de news aussi. Quoique ça veut rien dire. C'est pas parce qu'une image est belle après tout le tournage que c'est forcément... Mais je suis de moins en moins inquiet. Au départ, j'étais contre. Ça s'annonce sur quand même pas trop mal. Et on a quand même le premier Jurassic Park qui aura été écrit et réalisé par la même personne pour Jurassic World. Par un fan. Je sais pas quel âge j'avais, mais de notre génération, je crois, qui a vu le premier au cinéma, comme moi. Ouais. Du coup, on peut peut-être conclure, chacun dit son petit mot de la fin, ce qu'il en pense, s'il y a quelque chose à sauver. Quand on le regarde, faut changer notre regard, notre perspective du film. Je me tape encore la série une fois de temps en temps et je laisse pas tomber le 3, je l'inclus toujours. Juste faut regarder, comme dirait mon père, take the best and leave the rest. Faut le regarder pour les bons côtés, puis en faire notre propre version dans notre tête. Il y a pas que du mauvais, mais il y a plus de mauvais que de bon. C'est quand même le retour de Grant, au moins un personnage qui était là dans un des films d'avant. Voilà, c'est tout pour moi, là. C'est tout ce que je peux dire. Ouais, moi c'est à peu près la même chose. Et même autre chose que je rajouterais, c'est qu'au final même son côté nanar, il a fini même par entrer, je trouve, dans la mythologie Jurassic Park. J'arrive même plus à imaginer la saga sans cette espèce de brebis galeuse en fait. Elle a fini par prendre sa place comme un peu symptomatique aussi d'une époque du ciné, qui était plus la fin des années 90, début de l'entrée dans les années 2000, d'un cinéma qui changeait. Il y a des choses intéressantes aussi à prendre quand même dans cet échec. Donc d'un point de vue l'histoire du cinéma, c'est intéressant aussi quand même. Ouais, bon point, excellent point. C'est comme ça annonçait la fin d'une époque en montrant comment elle a commencé un peu. C'est tout ce que je pourrais dire là-dessus, moi, je pense. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, c'est pas bien, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Il est fait. Voilà. Ouais, mais alors pour moi j'ai vraiment du mal à lui trouver des excuses. Enfin, c'est le pire qui pouvait arriver à la saga, je pense. On tombera pas plus bas. Enfin, c'est hyper cliché, autant dans la surenchère du dino encore plus fort que le précédent, que dans les enjeux de la famille divorcée qui se rabiboche à la fin. En plus, enfin, ils en ont un peu rien à foutre de leur place dans la saga Jurassic Park. Ils s'occupent pas trop de ce qui s'est passé avant. Ils te mettent un spinosaure, ils te mettent un cadavre dans la volière des ptéranodons, voilà, sans expliquer. Enfin, s'il y avait eu des morts avant. Les deux personnes dans le bateau. Après ça peut être développé dans d'autres films. Ouais, mais enfin, eux, ils se posent pas la question. Ils disent tiens, ça va faire cool, on va mettre un crâne de dinosaure là, sans savoir ce que ça peut impliquer
Un crâne humain, tu veux dire? Un crâne humain, pardon, un crâne humain dans le nid des ptéranodons parce que ça fait cool, mais après, qu'est-ce que ça implique pour tout le reste? Qu'est-ce qui s'est passé avant pour que ça arrive? Enfin, ils s'en foutent, quoi. C'est comme le Spinosaure, pourquoi on l'a pas vu avant, ils s'en foutent, et c'est un peu ça pour tout, je trouve. C'est vraiment ce qu'avait dit Johnson au début, il voulait faire son film indépendant avec des ptéranodons, et il l'a fait, quoi. Et pour moi, Jurassic Park, c'est avant tout une saga entre guillemets. Enfin, faut qu'il y ait une continuité, faut que ce soit crédible. Et lui, pour moi, c'est un spin-off, quoi, ou une parodie, ou je sais pas, mais il fait pas partie il est pas canon, quoi. Il est pas canon. Si Scary Movie avait voulu parodier Jurassic Park, ils auraient pas fait mieux. Hein. Ouais, je sais comment ça pourrait être pire. Ben Affleck aurait pu jouer dedans. Référence à Batman, bien sûr. Batman qui a toujours un dinosaure dans sa cave, sans qu'on sache pourquoi. Pour ceux qui lisent les comics. Ça vient d'un méchant qui a déjà combattu. C'est comme son musée des méchants qui a battu. C'est un autre sujet. Mais on vient de trouver un lien avec Jurassic Park, c'est bon. Et du coup, Thomas, je crois qu'il reste que toi. Donc pour moi, Jurassic Park 3, c'est un film décevant au niveau d'un Jurassic Park, tout simplement. On entendait beaucoup plus de ce film, mais ça reste quand même un honnête divertissement. Personnellement, moi, je prends toujours du plaisir à le regarder, en oubliant les nombreux défauts. Mais bon, c'est sûr que on attend beaucoup mieux pour Jurassic World. Et là, s'ils nous font 2 fois le coup, là, ça va pas passer. Je connais la carrière de quelqu'un qui va s'achever aussi rapidement qu'il a commencé. Pardon? Et la carrière du réalisateur va s'achever comme elle a commencé, de manière rapide. Au moins, Johnston, il a quand même réalisé Captain America après. Et Wolfman, et un autre film, je crois aussi. Parce que je suis pas sûr que du point de vue du Universal ou de la production, ce soit vraiment un échec Jurassic Park 3. Donc c'est pour ça que Johnson, il a rebondi derrière et il continue à faire des grands films. Il y a que nous, en tant que fans, qu'on a du mal avec ce film, mais pour eux, c'est pas un échec, quoi. Donc il y a toujours le risque qu'ils nous refassent. Au niveau box-office, quand même, je crois qu'ils ont été déçus. Hein. Ouais, le film a fait ses frais, alors. Ouais, mais au niveau, enfin, pour eux, c'est pas un mauvais film. Il a pas marché, c'est pas de bol, mais c'est pas un mauvais film pour eux, je pense. Non, les résultats étaient là. Personnellement, j'ai vu 5 fois au cinéma. Ah, c'est toi? Ouais, 5 fois. Il y a toujours quelqu'un qui voulait le voir puis qui voulait que je l'accompagne. Ils ont quand même dû être déçus, hein. Universal, parce que je pense qu'ils voulaient plus de sous, hein. Pas tout le monde. Il y en a qui ont fait, ça arrive vite, tu sais, il y a pas de temps mort, ils perdent pas de temps comme dans le deuxième. Le premier, on comprenait. Le deuxième, ils trouvaient qu'1 heure avant que l'action arrive, c'était un peu trop. Moi, personnellement, je trouvais pas, il y a des éléments. Oui, c'est vrai, ça. C'est marrant chez les non-fans. Ils aiment bien, hein, le 3, souvent. Ah ils préfèrent le 3 au 2, ouais. C'est pour ça que je dis, c'est pas un mauvais film pour tout le monde. Il y a que nous, les ultras, qui avons du mal, quoi. Non, mais il y a un astronaute à cet défenseur, hein. Mais je suis sûr qu'on va se faire démonter d'ailleurs, parce qu'on aura dit que du mal, et il y en a qui vont dire qu'il est bien. Non, moi j'essaie quand même un peu d'atténuer ce que vous dites, hein. Moi, il y a des scènes que j'aime bien. Ouais, puis nous on renchérit après pour dire, mais c'est comme de la merde. Non, mais c'est bon, on n'a pas parlé de l'huile de Terrier, donc on va pas avoir de soucis, hein. Ouais, dans le même genre, on a eu une critique parce qu'on avait dit on n'avait pas été assez sympa avec Chris Pratt, on a dit qu'on le connaissait pas, et qu'on savait pas qui c'était, et on savait pas ce qu'il foutait là, donc on a eu une critique là-dessus aussi. Ah oui, oui. On arrête de dire qu'on n'aime pas les films des gens ou qu'on les connaît pas parce que... C'était sur iTunes, ça? Non, c'était sur Facebook. Facebook. C'est vrai, là, il vient d'arriver dans le milieu, là, je commence à savoir c'est qui. Bah oui, en même temps, moi je le connais pas, Chris Pratt. On n'a pas dit qu'il était là, on n'a pas dit qu'il était pas bon, je disais qu'on le connaissait pas. Sinon, on va le connaître quand le film va sortir, et voilà, c'est tout. Ouais. Je pensais que c'était juste au Québec qu'il y avait ça. J'ai une question pour le Québec, tiens. Voilà, justement, du coup, Jurassic World, il commence de vous l'annoncer comme le monde Jurassic plutôt que Jurassic World, vous. Est-ce qu'il va s'appeler comme ça, vous? Aucune idée. Je sais pas. C'est trop tôt. Mais je pense qu'il va s'appeler comme ça parce que même quand ils ont ressorti Jurassic Park en 3D, chez vous, ils l'ont appelé le parc Jurassic 3D, donc. Oui, parce que le premier s'appelait Parc Jurassic. Ouais, donc. Jurassic Park 3 s'appelait Jurassic 3. Le Parc Jurassic 3. Le Monde Perdu, je pense qu'ils ont appelé le Monde Perdu Jurassic Park. Vous allez écouter d'un monde Jurassic. Ouais, c'est une loi au Québec, à part les noms propres. Ouais. Ils considéraient que Jurassic Park n'était pas un nom propre. Ils ont appelé le Parc Jurassic, qui est une bonne traduction, ça se dit bien pareil. Dans le film, ils l'appellent comme ça. Et le monde Jurassic, c'est une bonne question. Je vous tiens au courant. Sauf que Jurassic Park, c'est un nom propre. Enfin, je veux dire, c'est mais ils n'ont pas considéré que c'est le nom du parc. Oui, effectivement, c'est une marque. C'est marqué sur la fiche, d'ailleurs. Mais sinon, pour le 2, ils ont gardé Jurassic Park, le monde perdu, Jurassic Park.
Mais moi, je sais pas. C'est rigolo ces lois de titre pour les Québécois. Ils traduisent tout. Je vous le dis si on change le titre encore ou si je sais pas encore. Non, c'est trop tôt. Ouais. Mais je pense que vous aurez le droit au monde jurassique. Ouais. Peut-être. Avec un logo fait sur mesure pour vous. Non. Le logo est le même. Ils font juste je veux dire, la police d'écriture et tout, ils vont devoir refaire une typographie pour écrire un titre adapté à la traduction. Oui, d'ailleurs, sur l'affiche de Jurassic Park, il y avait écrit le parc Jurassique dans le logo. Ouais. D'accord. De la même façon qui était écrit de façon originale. C'est comme pour les autres langues où il y a marqué le parc de Jurassico, là, ou je sais pas quoi, là, bah, c'est dans le logo aussi. Ou pour les japonais, c'est dans le logo aussi en japonais. Il faut pas oublier que les romans ont été traduits exactement pareil. Le parc Jurassique au début. Ouais, et ils ont hésité pour la France à l'appeler parc Jurassique. Pendant longtemps, dans les bandes annonces, ils disent le parc Jurassique. Donc ça, on a failli ça change aussi dans les versions de Monsieur ADN. Selon les versions, selon le doublage qui est sur le Blu-ray ou le DVD, des fois il dit le parc Jurassique ou Jurassic Park. Il dit jusqu'à ce que viennent les savants du parc Jurassique ou Jurassic Park en fonction de la version. Ouais. Non, ça Jurassic World s'appelle toujours comme ça pour l'instant. D'ici un an, on devrait se fixer. Ok, je crois qu'on va pouvoir conclure ce podcast. Merci à tous les trois, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, à tous ceux qui nous laissent des commentaires, et puis à la prochaine fois. Since I was a child, tried to be what I am not. I've lied and I've enjoyed it all my life. I lied to my dear mother, to my sisters and my brother. Now I'm lying to my children and my wife.